Radio Nova. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Tous les dimanches, en direct de l'Européen, de 18h à 20h sur Radio Nova. La dernière. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nova, bonjour Radio Nova. Ah là là, ça fait plaisir de revoir un micro. Merci beaucoup. Il y a de l'émotion, on va pas se mentir, il y a de l'émotion. On est de retour à l'antenne, c'était pas gagné les amis, on est en direct du théâtre L'Européen et il y a une ambiance de taré, il y a du beau monde ce soir dans la salle, je vois vos visages, vous êtes souriants, je vois des gens qui font la gueule parce que certainement il y a des flics en civil aussi, on va pas se mentir. Soyez les bienvenus, vous qui nous écoutez en direct chez vous, dans votre bagnole, ou peut-être dans le futur, peut-être que dans 200 ans, voilà, vous êtes là, vous nous écoutez, vous êtes dans un abri antinucléaire, et vous écoutez ce podcast pour vous détendre. Alors pour vous repérer, nous sommes dans l'an 0, après Michel Barnier. Vous êtes à une époque où on peut skier à Dubaï, sur des pistes artificielles, à une époque où Sophia Aram a reçu le Molière de l'humour. Voilà, une époque bien surprenante. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission. Alors on va se retrouver toutes les semaines de 18h à 20h sur Radio Nova, toutes les semaines jusqu'à ce qu'on soit viré. C'est pour ça qu'on a appelé ça la dernière. Vous avez compris un petit peu l'astuce, on est malin. Même si Mathieu Pigasse, le propriétaire de Nova, nous a dit « Faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez ». Alors, dit comme ça, on dirait la devise d'un club échangiste tenu par l'abbé Pierre, mais non. Et non, c'est vraiment ce qu'il nous a dit. Il est dans la salle d'ailleurs, le fameux Mathieu Pigasse. Peut-être l'abbé Pierre. Non, pas l'abbé Pierre. Là, ça, je crois que ça fait un... Alors mais là, non. Ça serait vraiment la première surprise de l'émission. Non, ça fait longtemps qu'il nous a Il faut pas... des logements et des capotes. Bon, non. Voilà, bah, peut-être c'est la fin de l'émission, peut-être. Voilà. Ouais. Voilà, il est dans la salle, Mathieu Pigasse. Peut-être pour nous virer au milieu, on ne sait pas. Peut-être ça serait une première dans une dernière. En attendant, c'est lui qui nous a proposé. Donc, j'aurais jamais cru prononcer cette phrase un jour dans ma vie, mais des banquiers d'affaires, il y en a des biens. C'est surprenant. Bref, qui que vous soyez, soyez les bienvenus. On vous aime, sauf bien évidemment si vous êtes Gérald Darmanin. Il y a quand même une limite. Alors, je vais présenter tout le monde. Peut-être des visages qui sont à mes côtés que vous connaissez déjà. Je suis très bien entouré puisqu'à ma gauche, un mélange de Vanessa Paradis et de Rosa Luxembourg. C'est Vanessa Luxembourg qui est là. Juliette Arnaud, messieurs dames. Bonjour. Ça va, Juliette ? Ça va, Guillaume? Ça va ? T'as passé de bonnes vacances ? Hein? C'est fini les vacances? Oui, ça y est, il faut s'y remettre, Juliette. Hein. Ok, j'y vais. Allez, on y va. Alors, je dis, on se tutoie dans cette émission. Voilà, c'est un petit peu la nouveauté aussi, parce qu'on va pas faire comme si on se connaissait pas. On en avait un petit peu ras-le-bol de ça. C'est comme Emmanuel Macron et Gilles Boulot. Vous savez, ils se vous voient et tout. Alors qu'on sait qu'ils ont échangé des muqueuses juste avant. Voilà. Nous, on fait pas ça. Enfin, nous, on échange des muqueuses, mais on se tutoie. Voilà. On retrouvera également celui qui, plus les jours passent, plus il a un physique de droite. C'est quand même fou, hein? On dirait qu'il a été faire du voilier à la Baule tout le week-end. C'est incroyable. Pierre-Emmanuel Barré, mesdames, messieurs. Ça va, Pierre-Emmanuel? Ça va bien, merci. Ça fait 7 ans qu'il n'avait pas eu un micro. Oui, ça va bien. Faut se rapprocher du coup du micro. Pardon. Ouais, c'est un micro? C'est le micro? Ah ouais, t'as perdu Pardon, vraiment ouais. tout De mon temps, c'était chromé. tous les codes. Tous les codes. Pierre-Emmanuel Barré, quel plaisir. Nous rejoindrons aussi pendant l'émission Florence Mendes, Hakim Omiri et la docteure en neurosciences Sama Karaki, qu'on peut applaudir également. Merci tout le monde. Merci à vous. Mais je crois que c'est lancé. C'est lancé. On peut commencer cette nouvelle émission. Voilà. Je vois quelqu'un qui lève la main. Eh oui, tu m'as oublié. Oh putain, sa poulette. Je sais plus ton nom. Aymeric. Eric, oui. Aymeric, Ouais, voilà. qui sera avec nous. Aymeric Lompré, mesdames et messieurs. Ça va, Aymeric? Tout va bien? Oui, ça va. Concentré. Ouh là là, j'ai bien bossé cet été. J'ai peur. Allez, on y va. On commence sans plus attendre. Alors, on va pas se mentir. Pourquoi vous nous écoutez et pourquoi vous êtes là dans la salle? C'est parce que vous aimez nos analyses pointues. On le sait, hein, vous aimez notre sens de la nuance et de la bienveillance, notre regard objectif sur l'actualité. Alors, vous allez avoir tout ça. On va faire d'abord un bilan de la semaine, si vous le voulez bien. On commence avec l'info waouh. Alors, ce qui serait bien, c'est que quand je dis l'info, vous faites tous waouh.
Mais mieux que ça. Ouais. Non. Normalement, j'ai pas besoin de dire ça. Vous allez voir, l'info, la première est vraiment waouh. Michel Barnier est Premier ministre. Vous le faites vraiment trop premier degré. Je m'y attendais pas du tout. Et oui, Michel Barnier est Premier ministre. Et Macron avait prévenu, hein, il avait dit, je vais chercher un con promis. Eh ben, bon, il a trouvé. Bon, on est monté un petit peu dans le niveau d'exigence. C'est génial comme humour. C'est génial. Alors attendez, parce que moi j'ai une info, ok c'est noté. Donc c'est pareil, quand je dis l'info, vous dites ok, est-ce que tout le monde a compris ça, Femric? On fait comme d'habitude. Donc info, ok c'est noté. Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Ok, c'est noté. Ouais, c'est beau qu'il y croit encore. Édouard Philippe, il a été conseiller régional, mais ça marchait pas bien. Après, il a été député, mais ça marchait pas bien. Après, il a été Premier ministre, mais ça marchait pas bien. Et maintenant, il est maire du Havre, et ça marche pas bien. C'est pour ça qu'il a 2 prénoms, Édouard Philippe. En 30 ans de politique, il n'a pas réussi à se faire un nom. Bravo. Et dis donc, moi j'ai une info bof. Allons-y. Ricard devait devenir un des sponsors du PSG avant d'annuler le partenariat. Bof. Ouais, vous êtes pas cool. Non mais moi je trouve ça antinomique. Parce que Ricard c'est les Marseille et Marseille déteste PSG. Vous savez, c'est comme si Decathlon devenait notre sponsor, ou alors c'est comme si Louis Vuitton devenait sponsor de Saint-Etienne, ou Fisher Price de Fourniret, ou Oral-B de Benjamin Tranier, ou alors Dyson. C'est bon. Je crois qu'on a vraiment l'idée de la blague et tout, c'est excellent. Ouais, moi bon. je me suis saoulé. Ouais. Ouais, Pierre Alors Emmanuel. moi j'ai l'info. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah. Alors cette semaine, Gérald Darmanin a présenté un plan de lutte contre le contrôle aux faciès. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors moi j'ai l'info la plus de la semaine. Nagui relance Interville sur France 2 sans Juliette Arnaud. Interville sans Juliette Arnaud, c'est un atomique. C'est comme si Antinomique. Dyson devenait sponsor des hommes. Ou alors, Non, allez, c'est bon. Ah, c'est saoulant. En fait. J'ai une autre info, c'est l'info... il est gonflé celui-là. Le pape fustige les gens qui préfèrent avoir un chien ou un chat plutôt qu'un enfant. Oh bah il est gonflé. celui-là. Oui, un pape qui donne son avis sur la procréation, c'est comme si Raphaël Enthoven parlait de philosophie. Ouais. Ou alors c'est comme si les hommes ils parlent de Dyson. Non, allez, c'est bon. Moi j'ai C'est lourd. Moi j'ai une info. Oh, c'est pas sympa. Les 3 Césars de Benoît Magimel ont été dérobés chez lui cette semaine. Oh, c'est pas C'est sympa. pas sympa. En revanche, aucune inquiétude pour ceux de Francis Huster, qui sont toujours bien à l'abri dans son imagination. Une info, ça fait plaisir. Paralympique. Pour les Paralympiques d'hiver, ils veulent faire du hockey sur glace. Ça fait plaisir. Ouais, et du coup, ce sera du hockey sur place. Bon, allez, fait plaisir Emric, il me semble que je t'avais quand même confié une mission un petit peu précise en début de saison, là, en Oui, début oui. d'émission. Je dis, comme on parle d'actu, c'est quand même bien si vraiment tu fais vraiment de l'actu, tu apportes quelque chose aux gens qui nous écoutent. Je t'avais dit, peut-être la météo, ça serait intéressant. Oui. Les gens- donc tu t'en es occupé de ça? T'as fait Bien entendu, patron. Allez, Alors- on écoute Emric alors. Cette année, merci Guillaume. Ben, je Oui, vous en cette année, c'est moi qui présenterai le bulletin météo. Car il y en a marre les stéréotypes des jolies filles qui le font. Place au gros. Donc, alors, voici donc la météo de la semaine. Est-ce que je peux avoir un jingle? Non, c'est Nova, donc il n'y a vraiment pas les Moi moyens. je peux faire un jingle Ok. si vous voulez à la bouche. La météo. Vous vous demandez quel temps fait-il? Regardez par la fenêtre. Non, la flemme. Je peux faire la météo d'Emeric Lompré. Bien- Non, Bien c'est pas joué. fini. C'est pas fini. C'est long. C'est pas fini. Non, c'est bon, on en a déjà marre. Là, lundi matin, beau temps sur le bassin méditerranéen. Les fachos auront la peau allée. Il y aura également du beau temps sur toute la partie nord-ouest, sud-ouest. Cependant, et vous l'aurez compris par élimination, que notre petite tête de centre, Champagne ou encore la Dordogne seront mouillées. Bonne nouvelle pour les vendeurs de parapluies, moins pour les vendeurs de crème solaire. La- Lundi après-midi, plus ou moins pareil que le matin, avec un peu moins de précipitations, dans ce que l'on appelle la diagonale du vide. Les parapluies resteront quand même ouverts et les crèmes solaires dans le placard. Lundi soir, ça change pas trop. Nous pouvons donc conclure que lundi sera une journée assez linéaire. Mardi matin, grand beau à part à Chaumont et Aurillac. Vous resterez donc chez vous à manger de la caille et de la Lugo. Mardi après-midi, beau sur l'ensemble du territoire français, avec quelques petits nuages apparents sur le tiers nord dans le beau pays du saucisson. Mardi soir, attention. C'est long, hein, Oui, quand c'est même. long. Attends, et là j'en suis Après, il y a qu'à 7 mardi jours, hein. soir. Des pluies apparaissent vers le nord. Ah bah. Si vous avez prévu d'aller chercher du travail, faites-le plutôt grâce au télétravail. Ah, c'est quoi le télétravail?
Vous verrez. Ce qui nous emmène à la nuit du mardi au mercredi. Alerte aux gens qui sont en possession de Velux. Votre nuit sera rythmée de clapotis. Mercredi... Non, c'est chiant. Merci, Ouais, Aymeric. même lundi, je te laisse. Non, chiant, c'est pénible. C'était un peu poétique. Un peu poétique. Et ça, c'est quand même un coup de bol pour Aymeric. Merci quand même, Aymeric. On va enchaîner. Merci, Aymeric. On peut applaudir quand même. Vous avez raison. On va enchaîner parce qu'on est sur Radio Nova et il y a donc de la musique. À la base, Radio Nova, c'est une radio musicale. C'est comme RTL2, mais sans Gérald de Palmas. Vous voyez voilà, c'est comme RFM sans Phil Collins. On écoute Rémi Wolf, Cinderella. La dernière. C'était Rémi Wolf. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et là, vous vous dites, oh là 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 là, peut pas y avoir de meilleure équipe, j'ai envie de rester avec eux toute ma vie. Mettez-y du cœur quand même, n'hésitez pas. Mais on avait évidemment envie d'inviter d'autres personnes avec pour objectif de nous rendre moins cons. Voilà, alors c'est un défi qui n'est pas très ambitieux à relever en ce qui nous concerne. Hein, je dis ça en ce qui nous concerne. C'est vrai que ça fait un moment que le Collège de France ne nous a pas appelés pour faire une conférence. Aymeric, le Collège de France. J'ai le brevet. Oui. Alors, c'est pas un gros défi, je disais, mais quand même, c'est le défi qu'a choisi de relever notre invité du jour, l'historien Johan Chapoutot. Merci d'être avec nous, Johan, bienvenue. Merci. Tu vas bien ? Bah, très bien. Tutoiement, hein, je te dis pareil, on a échangé des muqueuses, enfin je peux pas tout dire non plus. Enfin on a échangé pas mal de textos, c'est vrai. C'est vrai. Avant que tu... Alors, je ne livrerai pas la teneur des textos ici, parce que je tiens à ce que tu gardes ton poste à l'université, hein, tout simplement. Secret de la correspondance. Voilà, tu as des enfants à nourrir aussi. En tout cas, on se connaît un petit peu, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors, je vais me permettre de te présenter. J'ai choisi quelques dates clés, tu me dis si je me trompe, tu peux réagir dessus évidemment. Tu es né le 30 juillet 1978. Ouais, tu sais qui est né un 30 juillet ? Arnold Schwarzenegger, Calogero et Bismarck. Est-ce qu'il y en a un des trois qui a le plus influencé ton travail aujourd'hui, tu penserais ? Bismarck. Bismarck quand même, ouais. Parce que j'aurais dit Schwarzenegger. Qui était un tendre.
Comme Pierre-Emmanuel Barré, il a l'air vigoureux et méchant comme ça, mais en fait, il est très tendre. Il y a eu un contact entre vous. On parle de Bismarck qui a envahi Paris? Oui. Non, c'était un grand romantique, Bismarck. Il pleurait beaucoup. Il a regretté. C'était un piétiste. Eh ben dis donc, hommage à Bismarck. J'aurais pas cru, en lançant cette émission, qu'il y aurait un hommage à Bismarck. Mais oui. J'y tiens. Moi, depuis tout à l'heure, je suis là, mais dans quel film il a joué? C'est vrai, amener du Doliprane quand même pour Emmerich, ça va être un petit peu long sinon. Bac littéraire, lycée Henri IV, Normal Sup, premier au concours d'entrée option langue vivante. Quelle langue? Allemand. Voilà, évidemment. Ah oui, il n'y a pas de surprise. Je pensais que tu allais me dire, tu vois, espagnol, un truc italien. Non. 2022, tu ne deviens pas chevalier des arts et des lettres en 2022? Non. Alors que Francky Vincent, oui. Je sais pas comment tu as vécu ça. Est-ce que c'est important pour toi les distinctions? Non, t'en as eu plein en vrai, je rigole évidemment, mais Non, mais en fait, c'est très logique parce que les distinctions, enfin les breloques que tu évoques, c'est des consécrations négatives en fait. C'est fait pour... Négatives? Mais oui. Pourquoi? C'est pour ça. Ça a été inventé par Napoléon pour ça. Oui. Les hochets, etc. Donc c'est des instruments de soumission. Ça permet de faire en sorte que les gens rampent, soient en reptation comme ça, ad vitam. Puisqu'en plus, ensuite, tu as des grades. Donc, regardez tous ces gens qui n'ont pas eu de médaille et qui t'applaudissent. Et après, alors je vais pas citer tous tes livres, t'en as sorti beaucoup évidemment, un gros travail, gros corpus. Alors chute au hasard, comprendre le nazisme, le management du nazisme, Hitler, le nazisme et l'Antiquité, des soldats noirs face au Reich, la révolution culturelle nazie, penser en Asie. Alors j'ai vérifié, hein, Johan, à part les nazis à la plage et les nazis font du ski, je pense que t'as vraiment été complet sur la thématique. Comment t'as eu envie, première vraie question, comment t'as eu envie de travailler sur le nazisme? Comment tu t'es dit, tiens, je vais passer ma vie avec Himmler et Goebbels et ça va être vraiment super? Alors déjà, c'est pas ma vie parce que j'ai un petit peu pris mes distances avec tout ça il y a une dizaine d'années. Je continue à publier sur ces thèmes-là parce que j'ai des choses à dire et puis parce qu'il y a une demande sociale. Mais en termes de front pionnier de la recherche, si tu veux, le front de mine que j'attaque, c'est plus du tout des sources nazies. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pourquoi c'est venu? Parce que moi, j'ai grandi dans le sud-est de la France. Ah oui, je vois un lien déjà. Et oui. voilà. Ouais. Et tout petit déjà, j'ai fréquenté des gens très proches qui étaient Front National, etc., dès les années 80, tu vois. Ouais. Et ce qu'on appelait pudiquement la droite anti-gaulliste, hein, c'est-à-dire tout le ressac de l'histoire, de la guerre d'Algérie, de rapatriement, voilà. Et donc, très tôt, j'ai eu une espèce de dissonance cognitive parce que j'entendais des choses d'un côté et j'entendais le contraire à l'école parce que j'avais déjà des islamo-gauchistes comme enseignants qui étaient plutôt portés vers l'universalisme, vers l'humanisme, etc. Et donc, voilà. Plus la bouloche et je suis tombé du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de l'universalisme, de l'humanisme, etc. Ça m'a fait plaisir parce que quand ma thèse est parue, Le nazisme et l'Antiquité, j'ai eu droit à 20 pages de recension d'un facho. Qui s'appelle Philippe Baillet, qui est quelqu'un de très important sur la scène intellectuelle néofasciste, qui démolissait le livre et son auteur, et qui disait en gros que l'auteur, c'est-à-dire moi, était l'exemple archétypal de ce que Maurice Barrès avait pu décrire dans Les Déracinés, c'est-à-dire un petit gars de province dont le cerveau a été lavé par des enseignants kantiens, humanistes, universalistes, républicains, qui est monté à Paris et qui s'est perdu en fait, et qui est devenu un islamo-gauchiste. Est-ce que ça t'a fait douter? Est-ce que tu te dis, putain, mais ça se trouve, il a raison en fait? Ça m'a conforté en fait. Je m'étais dit qu'il avait tout compris en fait. Au moins il a bossé. J'ai une première question qui est sous forme un peu de petit quiz pour toi. Qui a dit à propos de la différence RN et LFI, on préférera toujours des députés favorables à l'économie de marché? C'était il y a pas longtemps. C'était le chancelier Franz von Papen en juillet 1932. Il a dit exactement la même chose. Je vais te dire qui l'a dit il y a pas longtemps, le patron du MEDEF. Bah oui. Mais vraiment au premier degré. Mais c'est les mêmes, hein? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Il doit être hyper vieux. Non, mais et surtout, moi je suis le sniper. il faut nous dire en quelle année Franz von Papen a dit cette phrase. C'était en juillet 1932. Il fait un grand discours. Il dit attention, il y a des extrêmes, mais il y a des gens qui sont plus extrêmes que d'autres. En l'occurrence, nous partageons tout avec des gens qui sont pour les valeurs, la nation, etc. Et nous n'avons rien à voir avec ceux qui veulent détruire la famille, la patrie, la religion, le sens, etc. Et donc c'était très clair que la droite de l'époque voulait faire alliance avec les nazis. Ça, c'était évident. Et que le danger, hier comme aujourd'hui, c'était la gauche. Des gens qui veulent partager les richesses, c'est pas possible, ça.
Donc on peut vraiment faire ce parallèle entre... Parce qu'on l'entend souvent, et souvent on a l'impression, même en le disant, on exagère. Est-ce que si on le dit maintenant, il y a un parallèle entre ce qu'on vit aujourd'hui et les années 30, on peut dire, c'est Johan Chapoutot qui me l'a dit, et il a plein de diplômes. Mais il n'est pas chevalier des arts des lettres, désolé, mais quand même. C'est d'autant plus intéressant que longtemps, j'ai été très réticent à comparer notre contemporanéité avec les années 30. Parce que je trouvais que la référence venait trop vite, qu'elle était trop facile, qu'elle était pas assez argumentée. Et moi, je plaidais plutôt pour une comparaison avec les décennies 1880-1890. Parce qu'en termes de phénomènes politiques et sociaux, il y a un nombre de comparaisons qui est très important. Pour les années 30, par contre, j'ai repris le dossier. Pour tout te dire, c'est quand la loi immigration a été votée en décembre dernier, j'ai vraiment eu un choc. Je savais, enfin je l'avais dit, je l'avais écrit, que l'extrême centre dérivait toujours vers l'extrême droite. C'est une loi de la gravitation politique du XXe siècle. Pardon de t'interrompre, est-ce que tu peux expliquer extrême centre? C'est une expression que tu utilises beaucoup. Mais alors oui, c'est pas de moi. Parce que nous, Macron, on dit c'est la droite. Et toi, tu dis c'est l'extrême centre. Est-ce que c'est une petite pudeur que tu as? En fait, c'est un concept qui a été forgé par mon excellent collègue Pierre Cernat, spécialiste de la Révolution française, pour décrire au fond ceux qui, en 1795, ont zigouillé Robespierre, ont aboli la montagne et sont passés en gros de la Convention au Directoire, parce qu'ils voulaient faire des affaires, ils voulaient faire du fric. Ils ont changé la Constitution, ils ont créé une Constitution qui était oligarchique, censitaire, où plus personne n'avait le droit de vote, sauf les gens riches, etc. Et Pierre Cernat, dans un livre formidable qui s'appelle La République des Girouettes, qui sont en HDR, montre très bien que... Préface d'Aurore Berger. Il montre très bien que en 1795, déjà, se fixent des termes du vocabulaire actuel, les extrêmes, le centre, la modération. Et Pierre Cernat montre très bien que les gens qui s'auto-intitulent centristes, en fait, sont des gros droitards, d'une part. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Nous, on les appelle comme ça, mais c'est pas très académique, c'est vrai. Voilà. Mais disons que Pierre reprend le concept de centre et de centrisme dont eux se réclament pour montrer que ces gens-là sont tout sauf modérés, tempérés, gentils et mignons, mais sont des violents. Et de fait, leur bras armé à cette époque, c'est Napoléon Bonaparte, dont le premier fait d'armes, c'est d'installer des mitrailleuses ou de la mitraille dans le centre de Paris, de tirer sur la foule. Alors c'était sur les royalistes, on faisait tirer sur l'extrême droite à l'époque, mais on tirait aussi volontiers sur la gauche. Et Didier Lallemand, c'est Gandhi à côté, quoi. C'est vraiment. C'est un héritier spirituel du général Bonaparte dans ses œuvres à Paris dans les années 1790. Et ensuite, Bonaparte, quand il est devenu premier consul puis empereur, avait cette formule qui était ni talon rouge ni bonnet rouge. Ni talon rouge, c'est-à-dire ni aristocratie, extrême droite, ni bonnet rouge, ni jacobin, ni extrême gauche. Et Pierre montre que c'est vraiment une ligne de force qui traverse toute l'histoire politique jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à Macron. Ces gens-là sont des violents parce qu'il s'agit de défendre des intérêts de classe. Très bien. Ça va faire une très belle transition puisqu'on parle d'intérêt de classe, puisque je suis obligé de t'interrompre, Johan, parce qu'on est sur Nova. C'est une radio privée, donc il y a de la publicité. Et oui, en plus, la régie pub de Nova, elle a été confiée à Lagardère juste avant notre arrivée. C'est pas de bol, parce que Lagardère, Bolloré, il est actionnaire. Donc, en vrai, c'est pas mal, parce que nous, on s'est dit quoi? On s'est dit, pour que tu aies du taf à l'avenir, pour que les historiens du futur ils aient du taf, il faut financer un petit peu le fascisme aujourd'hui. Voilà, ça va comme lancement de pub ou pas? C'est bien? Allez, publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova, c'est la dernière, avec Juliette Arnaud et Pierre-Emmanuel Barré. J'en oublie ton prénom tellement il est de droite. Et Aymeric Lompré et notre invité Johan Chapoutot qui est avec nous, qu'on peut applaudir bien évidemment. Johan, on va revenir évidemment à toutes ces histoires de nazis parce que ça nous intéresse beaucoup. Mais avant, je voulais vous présenter une personne qui s'est assise à côté de vous, à votre gauche, qui nous vient de Bruxelles. Alors on se connaît un petit peu parce qu'il se trouve qu'elle s'est fait virer d'une grande radio nationale publique également. Et une petite anecdote avec elle, c'est que la dernière fois qu'elle a croisé Darmanin dans la rue, elle lui a rappelé son poste d'agent immobilier à la mairie de Tourcoing. Et donc, elle a toute sa place ici. C'est Florence Mendes, messieurs, dames. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors je suis très émue d'être parmi vous, d'autant que mon papa est dans le public. Voilà. Ouais. Mon père qui a toujours eu foi en moi, la preuve, quand il y a quelques années, je lui ai annoncé toute fière que j'allais bosser sur Canal+, il m'a répondu en clair.
Allez, vous le savez peut-être, hein, Guillaume vient de le dire, je viens de Bruxelles et quel bonheur de retrouver Paris et la gare du Nord. Ah, la gare du Nord qui a été modernisée, évidemment, juste avant les Jeux Olympiques. On dirait moi qui me lave la toche juste avant d'aller chez le gynéco. Alors, pour cette première chronique, j'avais plusieurs idées de sujets, hein, notamment ces uniformes à 1 000 € dans une école de Limoges. 1 000 € pour un uniforme, c'est dingue. Moi, avec cet argent, je m'achèterais tellement de trucs. Puis je me payerais une nuit avec Émeric Lompré avec les 2 € restants. Il dirait oui. Tu lui rendrais la monnaie, surtout. J'avais également eu l'idée de vous parler de sport, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin des Jeux paralympiques. En plus, le sport, moi, je m'y suis mise depuis mars. Ça me fait sentir puissante, je pourrais péter la gueule à Thibaut InShape, mais bon, je veux pas lui faire trop de mal. Du coup, pour être sûre de toucher aucun organe vital, j'ai prévu de viser la tête. Non. Je vais plutôt vous parler de Thaïs Descuffon. Voilà. Thaïs Descuffon, vous voyez sûrement qui c'est la porte-parole de Génération Identitaire, hein, le groupuscule d'extrême droite aujourd'hui dissous. Ses membres se sont fait arrêter plusieurs fois pour leurs actions violentes, notamment envers des migrants. À mon avis, au commissariat, c'est pas des procès-verbaux qu'ils ont signés, c'est des autographes. Hein. Thaïs, elle s'est illustrée avec des grandes déclarations de type « Le principal danger pour les femmes, ce sont les immigrés africains, noirs et arabes ». Elle a raison. Thaïs, citons par exemple le célèbre Abou Omar Al-Émile Louis. Voilà. D'ailleurs, Thaïs, on l'a pas entendu sur cette horrible affaire Pellico, hein, probablement parce que beaucoup d'accusés sont de bons Français de souche. L'extrême droite a quand même tenté de faire croire que le mari avait fait violer sa femme par des hommes noirs et arabes pour la punir de son racisme. Du coup, Guillaume, pour ton antisémitisme, estime-toi heureux de ne t'être fait que virer. Hein, voilà. Bref, Thaïs, elle n'est pas seulement raciste, elle est aussi anti-féministe, représentante du mouvement Tradwife. Pour elle, la place de la femme, c'est à la maison. On comprend dès lors pourquoi, comme tous ses petits copains d'extrême droite, elle admire tant Jeanne d'Arc, qui, après ses exploits, a littéralement fini au foyer. Alors, Thaïs Descuffon, c'est bien simple, elle vit tellement dans le passé que pour elle, le Puy du Fou, c'est le futuroscope. Elle est aussi... Elle est aussi célèbre pour sa théorie du body count, hein, selon laquelle plus une femme a de partenaires sexuels, moins elle a de la valeur. Du coup, Thaïs, vu le nombre de touristes qui la visitent, peut-on dire que Notre-Dame de Paris est une grosse pute? Alors, détends-toi. Détends-toi, ma grande, c'est pas une insulte. Hein. Les grosses et les putes, ce sont des femmes de valeur, contrairement aux connasses d'extrême droite. Alors... Alors, il faut quand même savoir que Thaïs Descuffon, elle a sorti un livre qui s'appelle « Comment devenir un homme dominant, entre parenthèses, même si tu es gentil ». Une bouse écrite, et c'est pas une blague, avec ChatGPT, qu'elle vend quand même 20 €. Alors les gars qui ont acheté ce livre, sachez que pour 20 à 30 balles de plus, dans tout bon sex shop, vous auriez pu investir dans un moyen bien plus rigolo de vous faire enculer par une femme. Mais pourquoi? Alors... Pourquoi est-ce que je vous parle d'elle, me direz-vous? Eh bien, parce qu'elle a été engagée dans l'émission d'Hanouna, On marche sur la tête. Très bon titre pour une émission où tout le monde pense avec les pieds. Sa participation n'a cependant pas été reconduite. Bah, rendez-vous compte, elle a été jugée trop raciste pour Europe 1. Mais... Trop raciste pour Europe 1, c'est comme être trop chauve pour Monsieur Propre. Trop bourré pour les chasseurs. Trop jeune pour Gabriel Maznev. On ne sait pas. Voilà. Alors... Ou alors, ils avaient peut-être peur qu'elle se reproduise avec Gaspard Proust. Non, rigolez pas. C'est une des histoires de comment le Joker est devenu le Joker. Alors, évidemment, pas contente de son renvoi, elle a déclaré sur Twitter qu'Europe 1 avait cédé aux pressions médiatiques de gauche. Mais oui, mais bien sûr, Thaïs. Et ces pressions médiatiques de la gauche, elles sont avec nous dans la pièce en ce moment. Allez, quoi qu'il en soit, Thaïs Descuffon, qui prédisait un grand remplacement pour les Européens, devra se contenter d'un petit remplacement sur Europe 1. Merci. Florence Mendes. Merci beaucoup, Florence. Florence Mendes, que vous pourrez retrouver sur scène. Tu joues ton spectacle. J'entends pas ce que tu dis. Eh oui, il y a une ambiance de taré. Tu pourrais être en train de m'insulter que j'entendrais pas. Tu joues ton spectacle tous les mardis au Métropole à Paris, n'est-ce pas? C'est ça, et je serai aussi à Lille le 13 et le 14. Allez voir Florence sur scène, et elle a même sorti un livre qui s'appelle Accident de personne que j'ai lu et qui est vachement bien. Je sais pas quoi dire mieux. Une sorte de
Tarantino avec tout ce qu'il y a de drôle. Non, c'est de vrai, c'est trash. mieux que 20 € dans un livre de Thaïs Escuffon. Vraiment. Voilà, exactement. Merci Florence, merci. Alors j'ai une question en lien avec la chronique. Donc Johan se dit qu'est-ce qu'il va me demander. Voilà, il rechausse ses miettes. Non, parce qu'on parlait d'Europe 1. Est-ce que tu peux me dire qui est ce Alfred Hugenberg? Ah, la honte, tu sais pas? Ouais. Moi, je sais parce que j'ai lu les interviews de Johan Chapoutot, qui est donc notre invité, je le rappelle, historien spécialiste du nazisme. Qui est ce Alfred Hugenberg? C'est le Bolloré des années 20 et 30. En Allemagne, c'est un... Il le prendra bien, Bolloré, s'il entend ça ou... Oui, c'est plutôt une comparaison améliorative parce que Hugenberg était intelligent, il avait un doctorat, il a fait de vraies études. Ah oui, donc bon, oui. C'était la dernière. Et en plus, ça voudrait dire qu'il n'y a que les gens qui ont fait des études qui sont intelligents. Donc Non, Johan, ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas fait une école de commerce comme Bolloré, quoi. Voilà, il avait fait des vraies études. Ouais. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il disait cet homme-là? Et donc, Bolloré, pardon. Hugenberg, Ah oui, vraiment, ouais. c'est un magnat de l'industrie lourde qui comprend pendant la Première Guerre mondiale que l'acier, c'est important pour faire des canons, pour faire la guerre. Mais pour faire la guerre, il y a encore mieux, il y a l'opinion publique. Et donc, il change totalement de registre d'investissement et il investit toute sa fortune dans les médias. Et il construit un empire médiatique absolument tentaculaire en possédant en lien direct une vingtaine d'hebdomadaires de quotidiens, plus 2 compagnies de cinéma, la plus grande compagnie de cinéma allemande, l'UFA, plus la plus grande compagnie de cinéma qui fait les actualités cinématographiques qu'on diffuse en première partie de soirée au cinéma. Très Le BFM important. de l'époque, un peu, quoi. Et par ailleurs, il monte des agences de nouvelles qui standardisent les éditos, les titres et les rubriques sportives, culturelles, etc. Et tu as 1600 journaux en Allemagne, c'est la quasi-totalité des journaux allemands, qui sont abonnés à son agence et qui reçoivent de l'édito préécrit et de l'article prémâché. Donc c'est la fabrique de l'opinion. Exactement. Et c'est une fabrique de l'opinion, mais vraiment pensée industriellement, sur un mode taylorien, etc. Et Hugenberg, c'est un docteur en sciences économiques, c'est un partisan de la colonisation intérieure. Il veut envoyer des colons paysans en Pologne, dans la Baltique, etc. Un chiffre type. C'est un ultranationaliste, raciste, antisémite, pas tellement religieux, un petit peu, mais pas trop. Mais en tout cas, il est structuré par l'idée d'une mission, la mission de régénérer l'Allemagne. Et à ce titre-là, pas grand-chose, à vrai dire, ne le différencie des nazis, sinon qu'il a l'air un petit peu plus bourgeois, il est un peu gros, il a la moustache, il a une montre goussée, un costume 3 pièces. Mais au niveau des idées, pas grand-chose ne le distingue des nazis, et il est financé par toute l'industrie allemande. Et c'est quelqu'un qui, par sa maîtrise des médias, va complètement nazifier l'opinion publique allemande, qui, dans les années 20, n'était pas plus raciste, antisémite ou belliciste que d'autres pays européens. Oui, parce qu'on dit souvent que c'était à l'époque un peuple intelligent, un peuple cultivé, etc. Donc ça veut dire de fait, oui. Et puis c'était un peuple qui avait été marqué par une guerre atroce, qui avait été marqué par 2 500 000 morts quand même, 1,8 million au front et 700 000 morts civiles. Donc personne ne voulait la guerre. Et c'est quelqu'un qui a réussi à imposer, typiquement, tu vas en parler sans doute tout à l'heure, des paniques morales. Quand tu lis les journaux de Hugenberg, tu entends parler à chaque page, tous les jours, de l'islamo-gauchisme, du wokisme de l'époque, qu'on appelait le bolchevisme culturel. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça fait peur, parce qu'il y a bolchevisme dedans. Et en gros... Ça ne fait pas peur ici. Ici, les gens... Il y a eu des débuts d'érection. Enfin, j'ai senti vraiment qu'il se passait... Ça frétille. Pour Hanouna, culturel, ça fait peur. Mais pour moi aussi. Pardon, on te laisse finir ta phrase, Johan. Pardon. Et en gros, ça vient subsumer, si tu veux, tous les discours qui critiquent, qui veulent l'émancipation des femmes, qui veulent l'égalité des droits, des horreurs, quoi, si tu veux. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que ce bonhomme-là a réussi à complètement nazifier l'opinion publique allemande, de telle sorte que les nazis qui ont fait le boulot par ailleurs, de propagande, etc., Goebbels, c'est un vrai génie du marketing politique, puisqu'il conçoit la propagande comme du marketing, de telle sorte que les nazis n'ont pas eu à faire grand-chose finalement, et c'est tombé comme un fruit mûr. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Hugenberg en question, qui fait partie du premier gouvernement Hitler, le 30 janvier 1933, il est ministre de l'économie, avec un très large portefeuille, il a de très grandes ambitions, il se fait, si tu veux, dévorer, mâchonner et recracher en 6 mois. Il n'y a plus de Hugenberg en 6 mois. Okay. Il dégage au mois de juin. Non seulement il perd son ministère, mais en plus, il doit céder tout son empire médiatique au parti nazi. Alors, comme quoi le crime ne paie pas.
Voilà la morale de l'histoire. Merci Juliette. Merci Johan. C'est passionnant et flippant en même temps. Alors, c'est des réponses qui appellent d'autres questions, plein d'autres questions. Ça tombe bien, autour de cette table, il y a un spécialiste d'à peu près tout. Ça rend le coup de bol. On voulait une émission qui soit proche des gens, une émission où on se parle, qui répond aux indignations, à vos doutes, à vos questions. Donc, vous pouvez poser librement sur la page Instagram, sur les réseaux sociaux de l'émission. Et pour répondre aux questions, on avait besoin d'un médiateur. Et j'ai décidé de proposer ça à Pierre-Emmanuel Barré. Alors, non. Oui. Non, Guillaume, tu n'as pas proposé à Pierre-Emmanuel Barré. Tu as dit à Pierre-Emmanuel Barré, tu réponds aux questions des auditeurs. Ce à quoi Pierre-Emmanuel Barré t'a répondu, j'ai pas envie, est-ce que je suis obligé? Ce à quoi tu as répondu, oui. Oui, c'est vrai. Je crois que sur le plan purement sémantique, on est quand même assez loin de la proposition. Oui, mais tu pinailles. Allez. Donc me voilà avec les questions de la semaine. Youpi. Alors bien évidemment, ce sont des fausses questions. Hein, je les ai inventées, c'est la première émission. Les gens ne sont même pas au courant qu'ils peuvent en poser. Ce serait quand même très très étonnant qu'il se soit levé un 8 septembre et que la première chose qui se soit dit, c'est tiens, je vais poser une question à Pierre-Emmanuel Barré sur Instagram au cas où il soit aujourd'hui même dans une nouvelle émission dans laquelle on lui a proposé de répondre aux questions des auditeurs. Ou alors ils ont vraiment beaucoup d'intuition. Et à mon avis, ils perdent leur temps à poser des questions sur Instagram. Il ferait mieux de déménager aux USA et de devenir profiler pour le FBI. Qui a tué cette femme? C'est son mari. Waouh, vous êtes trop fort. Vous avez dû suivre un cursus de criminologie à l'université d'Harvard. Non, du tout, je suis podo-orthésiste à Besançon, mais c'était facile. Dans 98% des cas, c'est l'assassin le mari. Excusez-moi, je m'égare. Alors on va commencer avec une question de Noémie, qui nous écrit de la charmante petite bourgade de Saint-Roustan. Alors je ne sais pas où ça se trouve, puisque j'ai inventé le nom, mais visiblement, on nous écoute à Saint-Roustan et ça fait chaud au cœur. Merci. Merci à tous les racilariens. C'est le nom des habitants de Saint-Roustan. Donc, la question de Noémie. Bonjour Pierre-Emmanuel, merci pour votre excellente rubrique. J'écoute toutes les semaines. Merci Noémie, ça me touche beaucoup. J'ai un peu mal quand je lève le bras pour mettre la clé dans la serrure quand je rentre avec mon sac de courses. Que puis-je faire? Eh bien, Noémie, merci pour ta question. C'est vraiment très intéressant. Je peux te dire qu'ici à Nova, on s'inquiète beaucoup pour toi, Noémie. Tout le monde est bouleversé. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est peut-être de commencer par poser le sac de courses avant d'ouvrir ta porte. Et une fois qu'elle est ouverte, de bien te baisser avec les jambes pour le ramasser en te relevant doucement, afin de ne pas t'abîmer les 4e et 5e lombaires. Tu peux aussi choisir de ne pas faire de courses, puisque tu n'as pas besoin de manger, puisque tu n'existes pas, espèce de conne. Hein, je te rappelle, Noémie... que je t'ai inventé pour les besoins de la première émission. Deuxième question. Enfin, une question intéressante. C'est une question qui nous est posée par Sylvain, un homme. Tout s'explique. Sylvain qui nous écrit, lui aussi, de Saint-Roustan. Puisque je n'ai pas beaucoup d'imagination. Bonjour Pierre-Emmanuel, nous dit Sylvain. Qu'est-ce que ça vous fait de devenir l'atout charme de Nova? Eh bien, merci pour ta question, Sylvain, mais en réalité, je ne suis pas spécialement bel homme, c'est juste que je suis assis à côté d'Emeric. Ça embellit. Et puis je crois, Sylvain, qu'on ne devrait pas tout ramener au physique. Il y a une expression bien connue dans le monde de l'humour, c'est pas le physique, sauf quand c'est Gérard Larcher ou une femme. Et je ne suis aucun des deux. Hein, je ne suis aucun des deux parce que si j'étais Gérard Larcher, je ne serais sûrement pas devant un micro à l'heure du dîner. Et si j'étais une femme, je ne serais probablement pas devant un micro tout court. Hein, les médias, c'est comme le porno, le ratio, c'est souvent 3 mecs pour une fille. Voilà pour les questions de la semaine. Alors, n'hésitez pas à m'en poser pour dimanche prochain sur les réseaux sociaux. Je ne les lirai pas, bien entendu, mais continuez quand même à écouter l'émission parce que peut-être qu'un jour, qui sait, j'inventerai une question presque identique et du coup, vous aurez la réponse. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Merci Pierre-Emmanuel Barré. C'était brillant. Merci à Noémie et Sylvain. Bien sûr, on les embrasse. Un petit peu de musique, on est sur une radio musicale, je vous le rappelle. Alors, moi, je voulais faire la programmation musicale. On m'a dit non. Rien à foutre. De toute façon, ils n'ont pas Panic Celtic de Mano, donc aucun intérêt. Donc on écoute Jungle Back on
Jungle. Bah c'est ça, Jungle Back on 74. Back on 74. Yes, c'est parti. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là, l'Européen? Est-ce que vous êtes toujours là? C'était Jungle. Exactement, Juliette, c'est la chanson préférée de Juliette Arnaud. De l'année dernière. De l'année dernière. Vous êtes toujours sur Radio Nova à la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Johan Chapoutot. Pierre-Emmanuel, tu avais une question pour notre invité qui est donc Non, historien. du tout. Ah bon? Non, j'avais pas de question. La dernière fois que j'ai fait de la radio, c'était chez Nagui et on recevait François Berléand pour sa pièce. J'ai trouvé une olive où je la mets. Donc, si peut-être, qu'est-ce que c'est votre morning routine, monsieur Chapoutot? Je sais pas si Johan a... Ouais, bon, alors, c'est pas grave. C'est pas grave, Johan, vous embrouillez pas, laissez-le tout seul. Une séquence à retravailler. Oui, peut-être. Là, Pierre-Emmanuel, non. Mauvaise note. Allez, on rigole, on s'amuse, on apprend des trucs. Je vous signale quand même, désolé de casser l'ambiance, je suis un tout petit peu énervé. Avant d'aller plus loin, il me semble important de vous parler d'un sujet extrêmement grave, les amis. C'est la panique morale de la semaine. La France a peur. Arrêtez! L'enfeu, ça va pas! Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Allez, pour cette première chronique, je vais pas vous surprendre, je vais vous parler de la maire de Paris. Nom Hidalgo, prénom démission! Pardon, vieux réflexe, parce que je sais pas si vous avez vu Anne Hidalgo. Elle est de droite, oui, je sais. Elle confond Bernard Cazeneuve et Che Guevara, je sais. Mais pire, elle veut laisser les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel après les Jeux. Wow, hey, oh! On se réveille ou quoi là? Putain, elle veut laisser les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel après les Jeux. Non, mais sans déconner.
Bah ouais, désolé. Ouais. Je suis peut-être un petit peu trop sensible, mais vous êtes à quel point de léthargie, là, Aymeric, léthargie Oh la vache. Non, ça déconne. Je connais pas tous les Pokémon. Hein. Je suis désolé, Johan, vos nazis et tous vos fascistes, c'est très sympa tout ça, mais il y a des vrais problèmes. La Tour Eiffel, ça sert pas à ça. Ça sert à faire cracher les touristes japonais et faire des jolies couleurs. Genre quand l'Ukraine est attaquée, paf. Quand Neymar démarre au PSG, paf. Quand la Palestine est... mauvais exemple. Bon, allez, on s'en fout. Non, on s'en fout. Ça, c'est juste une fête des voisins qui a mal tourné, selon Emmanuel Macron. Mais là, les anneaux olympiques, ça n'a aucun sens. Heureusement, il n'y a pas que moi qui suis choqué. J'ai fait un petit peu le tour des débats. Évidemment, sur l'équipe TV, ils sont en feu. On démarre avec les anneaux olympiques de la discorde. Car depuis ce week-end, on parle que de ça. Dans les familles, dans les groupes d'amis, c'est le sujet. Dans les familles, dans les groupes d'amis, tout. Enfin, je veux dire, l'ONU s'est réunie ce week-end. La NASA s'est pas encore positionnée, mais ça ne saurait tarder. Il y a qu'ici où on s'en fout, visiblement. Ailleurs, c'est la folie. Sur CNews, évidemment. Vous voyez le sujet sur les panneaux, parce que les panneaux vont peut-être rester sur la Tour Eiffel. Les anneaux. Les panneaux, les anneaux. Voilà. Évidemment, il est ému, c'est Pascal, le lanceur d'alerte, évidemment. Il a fait un sujet là-dessus. Dès que ça parle d'Hidalgo, de toute façon, il est en breaking news, Pascal Pro. Quand la patrie est en danger, quand la flamme de la liberté vacille, c'est Pascal qui vole au secours des valeurs morales de l'humanité. Pascal qui sait ce que ça veut dire, le fait que Anne Hidalgo veuille laisser les anneaux olympiques. Ce qu'elle voudrait dire, Anne Hidalgo, c'est si on pouvait mettre vive Anne Hidalgo sur son portrait comme en Corée du Nord. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça qui se cache derrière. Regardez la frange d'Hidalgo. C'est la même que celle de Kim Jong-un, si vous voulez. Elle a repris 4 fois des frites à la cantoche pour se rapprocher de Kim Jong-un, c'est sûr. Alors évidemment, l'heure des pros sur CNews, il n'y a pas que Pascal Pro qui s'insurge. C'est un peu comme des enfants Lévy. qui veulent garder les guirlandes après Noël, si vous voulez. Alors, c'est super, on a eu un super Noël, et on va garder nos guirlandes toute l'année. C'est ça qui se trame, les amis, ok ? Vous prenez conscience là du danger un peu, l'escalade, les anneaux olympiques, les guirlandes toute l'année, et après c'est quoi ? La frangipane au mois d'août, c'est ça que vous voulez ? C'est la planète qu'on va laisser à nos gosses, ça ? Putain, c'est pas possible. Heureusement qu'il y a des gens pour dénoncer ça. Écoutez, vous faites bien. Moi, je connais une amie qui est très proche, et même plus que cela, qui, non pas cette année, mais le sapin de Noël a fait une année complète. Putain, nom de Dieu. Mais nom de Dieu. Mais s'il n'y a pas Pascal pour dire ça, là, s'il n'y a pas des chaînes d'information de qualité, il y a qui ? Il n'y a personne dans ce pays. Voilà, alors, j'exagère, parce qu'évidemment, il y a d'autres émissions qui en parlent, comme Les Grandes Gueules sur RMC. Toujours un classico, où la parole est laissée libre pour les auditeurs et auditrices sur Anne Hidalgo. Elle a décidé, encore une fois, toute seule. Elle ferait mieux de s'occuper des rats qui apportent des maladies, qui mordent des enfants. Corinne, on a bien compris que vous n'étiez pas pour garder les anneaux olympiques, il me semble. Ouais, ils ont bien flairé ça, les journalistes. Ils ont bien flairé Corinne. Ça, ils ont des cartes de presse, les gars. Donc voilà, le prix Pulitzer n'est pas loin. Et moi, je décerne le prix Jean Moulin pour celles et ceux qui restent mobilisés contre cette tragédie. Donc, je le rappelle, Free Palestine. Non, qui a écrit ça sur ma feuille ? Putain, Pierre-Emmanuel. Arrêtez de me mettre dans la sauce tout le temps, c'est pas bien. Non aux anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Résiste, prouve que tu es polémiste. La France a peur. Merci beaucoup. Désolé. Non, ne soyez pas désolé, Guillaume. Johan, panique morale, c'est une expression que tu emploies pour les années 30, mais on ne disait pas comme ça à l'époque. C'est un anachronisme, Johan. On disait comment ? On parlait de polémique, de panique, oui. Panique morale, ça doit pouvoir se trouver, oui. Et ça se dit comment en allemand ? Panique morale. J'ai pas les diplômes. Ah ouais, donc on n'a pas droit aux accents, les accents des Allemands, oui. Non, on n'a pas le droit des accents des oppressés, mais des oppresseurs, oui. Oui, bientôt, oui, d'accord. Ok, c'est vrai. Donc c'est là qu'on parle de ce qui se passe avec CRDA ? Non, pas tout de suite. Okay. Ou si vous voulez, Juliette, parlez de ce que vous voulez. Non, mais c'est vrai que c'était quoi les paniques morales à l'époque ? C'est le bolchevisme culturel, c'est ça. Oui, c'est qui est une espèce de bassin collecteur de tous les fantasmes de la droite et de l'extrême droite. Alors ça touche essentiellement l'émancipation féminine et l'homosexualité. Il y a vraiment le classique de l'époque. Toujours la même chose. Oui, ça va au-delà du bolchevisme, alors ça va au-delà de. Oui, mais le terme de bolchevisme, c'est vraiment l'épouvantail en fait. Okay. Ça désigne tout ce qui est mal. Et tout ce qui fait peur, et tout ce qui va détruire la société, qui va dissoudre les valeurs, etc. Et essentiellement, l'homosexualité et l'émancipation féminine, l'avortement aussi, enfin tout ce qui est lié à ce qui ne regarde pas les gens, en fait. Alors,
Il y a quand même quelque chose qui a changé dans notre époque, c'est qu'avant l'antisémitisme c'était bon teint, c'était bien vu, et maintenant c'est devenu, alors bon, c'est pour un ami que je pose la question visiblement. Non mais c'est vrai, comment l'antisémitisme est devenu un outil pour discréditer les adversaires? À quel moment c'est arrivé en France? Il me semble que ça a commencé déjà en Grande-Bretagne, il y a bien une quinzaine d'années, pour éliminer toute la gauche du Labour Party. Alors c'est intéressant, on a fêté la victoire de la gauche en juillet en Grande-Bretagne, mais c'est un parti travailliste qui a été épuré, il y a vraiment une purge de tous ces éléments de gauche. Corbyn est parti, on a dit que Corbyn était antisémite. Voilà. Et en fait, on a utilisé cet outil-là parce que l'antisémitisme, plus encore que le racisme, vu ce qui s'est passé en Europe au XXe siècle, c'est la disqualification suprême. On ne fait pas pire que ça. Il y a ça et la pédophilie, je pense, qui sont mobilisables pour discréditer un ennemi politique. Et c'est ce qu'on a utilisé, alors de manière assez reliée à l'histoire du Labour. On a exhumé tout ce que Corbyn et ses amis avaient dit dans les années 70 et 80 sur la cause palestinienne. Alors il faut voir que la cause palestinienne, alors, je parle là d'une époque préhistorique, mais la cause palestinienne était une des grandes causes de la gauche européenne, mondiale, avec le Vietnam. C'était vraiment les deux. Bon. Et de fait, Corbyn, qui a 50 ans ou un peu plus de militantisme dans les pattes, s'est beaucoup investi sur ce terrain-là. Donc il n'a pas été difficile de dire qu'il était pour les Palestiniens et que de temps en temps, il disait des choses pas très sympas pour l'extrême droite israélienne. Ah oui, le raccourci était aussi facile que ça. Ah mais oui, non, mais c'est... Oui, donc ça n'a pas changé énormément, ça n'évolue pas énormément. Oui, mais pourquoi ça a pris ? Pourquoi ça a pris ? Ça a pris dans un contexte particulièrement émotionnel en France depuis quelques mois. Mais en Angleterre ? Ça a pris parce que, de fait, il y avait une nécessité pour le Labour qui était dominé à cette époque-là par la tendance Tony Blair, c'est-à-dire ceux qui disaient, il faut se souvenir du début des années 2000, fin des années 90, toute une partie d'une gauche qui n'était plus de gauche, Schröder en Allemagne, Blair en Grande-Bretagne, Clinton aux États-Unis, disaient que la droite, la gauche c'était terminé, il y avait ce qui marche et ce qui ne marche pas, il fallait être pragmatique. De toute façon, les gens qui disent la droite, la gauche c'est terminé, normalement. Bien sûr, ça c'est François Mitterrand. Je suis désolé de spoiler un petit peu la vie en fait. François Mitterrand, qui s'y connaissait en gauche et en droite d'ailleurs, disait le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Voilà. C'est vraiment une autre loi de la politique au XXe siècle. Et tous ces gens-là, donc, qui prônaient le dépassement et qui étaient de fait des néolibéraux de droite assumés. Schröder a dévasté l'État social en Allemagne, a dévasté le droit du travail, etc. Tous ces gens-là avaient une volonté de purger les appareils qui étaient des appareils en partie marxistes, issus de la vieille gauche ouvrière, syndicale, etc., particulièrement en Grande-Bretagne et en France, et en Allemagne. C'était moins le cas en France, parce qu'en France, c'était concentré sur le Parti communiste. Le PS s'était déjà autopurgé depuis un moment. Mais, le PS s'autopurge régulièrement, de toute façon. Mais en Allemagne et en Grande-Bretagne, on a détruit des héritages sur le fondement de l'accusation la plus infamante qui soit, qui est effectivement l'accusation d'antisémitisme. Ok, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est un classique du jazz. C'est un classique du jazz. Merci Johan. On va continuer à parler de tout ça. On parlera également d'anticapitalisme parce que ça c'est important, mais on parlera d'anticapitalisme juste après une page de publicité. La dernière. Nova. Vous écoutez toujours Radio Nova en direct et en public au Théâtre L'Européen. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invité Yoann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme. Et dans cette émission, on s'est dit que tu allais être bien seul, Yoann, à nous apprendre des trucs. C'est pourquoi je voulais te présenter Sama Karaki, qui nous a rejoint. Sama est docteur en neurosciences. Ça calme ça, ça calme tout le monde. Et elle a des choses à nous apprendre. Sama, on t'écoute. Merci Guillaume. Alors lundi dernier, dans les grandes gueules sur RMC, Olivier Truchot et Alain Marchal sont revenus sur le projet du maire de Metz de mettre en place des places de parking réservées aux femmes à proximité des sorties ou des ascenseurs afin de lutter contre l'insécurité dans l'espace public. Alain Marchal a tenu à préciser que de la musique classique sera diffusée dans certains parkings en disant avec un ton de plaisanterie « Les 4 saisons de Vivaldi, ça rassure ». Ce à quoi l'avocat et chroniqueur Charles Consigny a rétorqué « Ça fait un viol moins déplaisant ». Quand il a vu que la blague ne prenait pas, comme chez vous aussi ce soir, il a tenté de se justifier. Il a dit « Ça s'appelle une boutade. Attention, on n'a plus le droit de faire des blagues dans l'émission, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas drôle. »
Il s'est plus tard justifié ses intentions, mais je veux aujourd'hui revenir sur l'expression de lassitude que j'ai vue sur son visage. L'expression de « ça va, c'est juste pour rire ». Pourquoi cet humour me pose problème au moment où le pays assiste à l'affaire Dominique Pédicaud qui a drogué sa femme pour la faire violer par des dizaines d'hommes, au moment où on apprend que l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei est morte brûlée vive par son mari, au moment où beaucoup de femmes se demandent où sont les hommes dans les commentaires ou dans les prises de parole. Cet humour me pose problème parce qu'il fait appel au mythe d'une liberté d'expression qui serait hermétique aux influences du contexte, qui serait neutre et apolitique. Et cette défense d'une telle liberté participe de cette volonté de séparer la sphère des discours des enjeux de la société. Un des arguments, d'ailleurs, rhétoriques des partisans de cette liberté d'expression consiste à accuser leurs adversaires d'être des rabat-joie. Pour beaucoup derrière leurs écrans, je suppose que Charles Consigny représente un paragon d'honnêteté intellectuelle réduit au silence par le politiquement correct. Or, ces propos sont loin d'être réduits au silence et la crainte que cette banalisation devienne populaire est tout à fait fondée. Comme tu as fait appel à de la science, je vais en donner. De nombreuses études expérimentales montrent que l'humour peut être un vecteur de promotion de la discrimination. Par exemple, la chercheuse en psychologie sociale Monica Romero Sanchez et ses collègues ont présenté à des hommes qui ont déjà des préjugés sexistes, soit des blagues sexistes, soit un énoncé humoristique sans dénigrement. Les chercheurs ont évalué ensuite la tendance de ces hommes à discriminer les femmes et à tolérer une culture de viol. Les résultats montrent que quand les hommes avec des préjugés sexistes étaient exposés à de l'humour sexiste, ils obtenaient un score plus élevé à un questionnaire de propension au viol. Donc, autrement dit, être exposé à de l'humour sexiste augmenterait leur tolérance à l'idée d'agresser une femme. Et de nombreuses autres études similaires ont trouvé que pas uniquement pour l'humour sexiste, mais aussi pour l'humour raciste, l'humour qui dénigre en fonction de la religion, de la profession et du milieu social, ou encore de l'apparence physique, face à ce type d'humour, nous acceptons plus facilement le message implicite qu'il est permis de discriminer. C'est comme si être exposé à un humour de dénigrement fait bouger en soi un cadre de référence de ce qui est tolérable, de ce qui est permis et de ce qui est faisable, par simple effet d'exposition, de répétition d'exposition. C'est comme ça qu'on apprend tout, c'est comme ça qu'on finit par devenir ce à quoi on est exposé, ce à quoi on participe et ce à quoi on rigole. Voilà donc pourquoi l'expression de lassitude de Charles Consigny me pose problème. Car ce n'est pas une blague, car il existe des données scientifiques qui prouvent que l'humour mobilisant les stéréotypes a bel et bien le pouvoir de promouvoir la discrimination et de la permettre. Cette liberté qu'il défend n'est pas menacée de censure ou de stigmatisation parce qu'elle est moralement gênante, mais parce qu'elle a des conséquences réelles. Sans surprise, la panique morale, dont vous parliez tout à l'heure, de ne plus pouvoir rien dire, est toujours éprouvée par ceux qui ont quelque chose à perdre, par ceux qui profitent d'un ordre social établi, par ceux qui ne veulent pas interroger leur propre contribution au maintien de cet ordre. Alors oui, pour que quelque chose soit drôle, il faut qu'il heurte les attentes, il doit enfreindre les règles, et oui, l'humour peut être un terrain de subversion dans lequel on peut retourner le stigmate, il peut être un mode de défense, il peut être un outil de création, mais il faut avoir conscience que la manière dont nous utilisons l'humour, délibérément ou par inadvertance, participe à déplacer ces cadres de référence, à rendre tolérable l'oppression, qu'il peut aussi participer à la création des hiérarchies et à les maintenir. Je termine sur une question que pose la poétesse Sarah Mishkin en évoquant les libertés fondamentales. Elle demande simplement, quand on parle de liberté, on parle de liberté pour qui ? Et je rajoute alors, quand on parle d'humour, on parle de l'humour de qui ? Pour qui et contre qui. Merci. Merci Sama Karaki. Merci beaucoup. Merci Sama. On peut retrouver ton livre. Je vous conseille le livre de Sama Karaki qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Dans toutes les bonnes librairies, Le talent est une fiction. On dirait le titre du spectacle de Pierre-Emmanuel Barré d'ailleurs. Et on te retrouvera ici si jamais tu veux bien revenir et si on n'est pas viré avant, je le rappelle. Et ça me permet de rebondir avec une question à notre historien Johan Chapoutot, puisque tu parlais, Sama, d'humour prétendu neutre. Est-ce qu'il y a de l'histoire neutre ? Est-ce que tu te considères comme neutre, toi ? Mais personne ne l'est. Hein. Déjà, c'était un piège. Ah, bien. Non, mais personne ne l'est. Et ceux qui se prétendent neutres, encore moins que les autres, je pense. Parce que de fait, il y a peu de réflexivité dans le fait de dire qu'on est neutre. On a un devoir, une déontologie d'impartialité, d'honnêteté plutôt. Mais par contre, toute histoire est située dans un temps et dans un lieu. Moi, je parle d'ici et de maintenant. Et comme toutes les historiennes et tous les historiens depuis Hérodote, j'adresse
m'adresse au passé des questions qui sont les miennes, qui sont celles du présent. On fait de l'histoire de l'environnement depuis 30 ans. On fait de l'histoire des femmes depuis 50 ans. On fait de l'histoire ouvrière depuis un peu moins d'une centaine d'années. Avant, on ne faisait pas ça. C'est tout simplement parce que l'époque a suscité un questionnaire que nous adressons au passé. Toute histoire est contemporaine. Voilà. Mais tu te poses la question, toi, de tes biais quand tu t'écris un article. Est-ce que tu lis de la neuroscience un peu? Est-ce que tu lis des chercheurs et des chercheuses comme Sama? Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse? Alors, je confesse une propension beaucoup plus littéraire et une élaboration, une thématisation de mes objets qui va plutôt vers le littéraire. Même si j'aime beaucoup les mathématiques, mais c'est tout ce que je pratique en sciences. Mais pour le reste, la question de mes biais, je me la pose en permanence. C'est d'ailleurs assez curieux de voir que des gens qui, eux, ne se la posent pas, vont ensuite jouer aux arbitres des élégances, revendiquer la fameuse neutralité axiologique qu'a définie Max Weber, en ne comprenant strictement rien à Weber d'ailleurs, et en citant ça comme une espèce de mantra. Généralement, c'est des macronistes. Voilà, pour aller vite. Voilà, oui, pour résumer. Oui, t'as spoilé vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Johan. J'ai vu qu'il y en a un qui prenait des notes pendant la chronique de Sama. Et je sais pourquoi, c'est parce que ça va être à son tour. Il y a un moment comme ça dans l'émission, voilà, on est obligé. Il y a un passage obligé. C'est la chronique d'Aymeric Lompré, sobrement intitulée La chronique d'Aymeric Lompré, messieurs, dames. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Ouais, vous devez deviner qui je suis. Je me déshabille. Aymeric Lomprécoce. Bon. Ça ne nous avait pas manqué, mais ouais, là, si. Là, mais attendez, là, il y a des gens, ils disent putain, ils se foutent de notre gueule, c'est exactement pareil qu'à France Inter. Pas du tout. Là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Là, chaque chronique, ça va être du papier à musique. De la soie de Limoges. Non, parce que, en fait... Non. On se moque pas. Non, parce qu'en fait, à Inter, souvent, j'avais des retours, des gens qui disaient « Aymeric, t'es un génie !» Mais pas dans tes chroniques. Du coup, cette année, j'ai décidé de changer de recette. En plus, j'ai remarqué, les gens, ils aiment bien quand on change de recette. Genre, par exemple, nouveau Premier ministre, mettez-en moins 8. Comme par exemple avec le Nutella. Avant, le Nutella, il tuait des vaches, des singes et des gros. Maintenant, il tue plus que des singes et des gros. Voilà. Alors, c'est ça que ta chronique m'a déstabilisé. Mais après, il faut... Non, mais moi, c'est un personnage... Non, attendez. Après, il faut aussi se mettre à la place des vaches, qui doivent être très contentes. Les vaches, elles doivent être là. Bah, j'ai pas bossé. Non, mais les vaches, elles doivent être là. Marguerite, moi, oui, toi. Tu sais pourquoi t'es vivante? Non. Parce qu'on n'est plus dans du Nutella. T'as encore fumé de l'air, Marguerite. Non, j'ai pas fumé. Prouve-le. Bah, demande à Marguerite si elle m'a livré de la Marie-Jeanne cette semaine. Marguerite! Quoi? Non, pas toi, l'autre. Ah! Laquelle? Celle avec ses dreadlocks et son lait de soja. Marguerite! Bon, là, c'est vrai que ça fait un peu encore foutage de gueule de France Inter. Mais là, c'est bon, je change mon fusil. Alors, je vais vous parler de l'affaire Paul Watson. Ah! Oui, il y a un thème, en fait. Oui, il y a un thème. Alors, tout le monde voit qui est Paul Watson? Non, mais je demande parce qu'à France Inter, je sais que le public était érudit. Mais là, Non, mais là, les gens de Nova, je les imagine comme ça. C'est super, ça, autogazant. Viens, on va faire du cécifoot. Non, alors, Paul... On a le droit. Paul Watson, c'est un monsieur qui ressemble à Didier Raoult, mais en sympa. Enfin, on croit qu'il est sympa. Attention aux apparences, parce qu'on a vu avec l'abbé Pierre, on n'est pas à l'abri de découvrir dans 6 mois que Jean Moulin, il était là. Allez, Lucie Aubrac, allez, cesse de résister. Oui, c'est un personnage. Ouais. Bon, Paul Watson, c'est un activiste. Applaudis pas, ça m'encourage. Alors, Paul Watson, c'est un activiste écolo. Alors, lui, il aime bien sauver des baleines. Voilà, c'est son truc, quoi. Moi, j'aime bien sauver les gens qui disent Stéphane Guillon, c'est un bon bol d'air. Mais lui, c'est les baleines. Voilà, c'est son truc. Alors, mais Paul, il a eu des problèmes, là. Il a été emprisonné parce qu'il a essayé d'empêcher la campagne de pêche d'un baleinier dans les eaux du Japon. Et en ce moment, il est en prison au Groenland. En attendant que la justice danoise se prononce sur sa demande d'extradition en Asie. Même moi, j'ai pas compris ce que je disais.
Bon, ouais. Non, mais c'est juste fou d'être en prison pour défendre des baleines, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Mais ils rigolent pas, les Danois. Après, c'est sûr, quand ton trip, c'est de tuer des milliers de dauphins pour le plaisir de plonger dans du sang, tu sais, en prison, ils vont être là. T'es là pourquoi, toi? J'ai bu dans un crâne de bébé vivant et je me suis servi de crabe mort pour pénétrer la petite sirène. Et toi? J'ai sauvé des baleines. Mais t'es un monstre! En plus, encore au Danemark, là, ils ont arrêté Greta Thunberg parce qu'elle voulait arrêter de tuer des Palestiniens. Les Danois, leur devise, c'est foutez la paix aux gens qui veulent tuer. À mon avis, ils vont détester la nouvelle recette du Nutella. Merci d'avoir écouté. Aymeric Lompré, mesdames, messieurs. C'était brillant, une fois de plus. Ouais. Ça nous éclaire sur l'actualité. Mais oui, on pense mieux après. Là, je vais au fond du sujet. C'est incroyable. Et en plus, après, mon taf, c'est de trouver une question avec un lien. Vous allez le voir, je suis un professionnel, vous allez voir. On parlait d'activisme. Yoann Chapoutot, qui est avec nous, historien, spécialiste du nazisme. On a l'impression, on l'a dit depuis le début de l'émission, il y a un climat des années 30, l'extrême centre, ça lié avec les fachos. Il y a même des gens qui disent, dont vous, qu'on vit une époque pré-fasciste. Pré-fasciste. Donc on a un peu le sentiment qu'il y a une espèce de fatalité. Et quoi qu'on dise, on peut faire des émissions sur Nova ou faire des manifs avec des pancartes, ça va arriver. Comment on lutte contre cette fatalité? Et est-ce qu'on peut lutter? Si vous dites non, on remballe, on va prendre une bière et on meurt. Non! Ok, allez. Non, mais il y a un très beau livre qui vient de sortir là, cette semaine, qui a été co-dirigé par Hugo Paletta et Clémence Guettet, qui revient sur la question de la définition de l'extrême droite et sur des modalités de lutte contre l'extrême droite. Et donc il y a plein de choses dans ce livre, dont une qui, moi, me tient à cœur en tant que prof, en tant que quelqu'un qui aime bien lire, qui a un rapport à la vérité assez, mieux constitué que Macron ou Trump, si vous voulez. Et c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, je comprends que vous n'ayez pas de médaille avec des trucs comme ça. Et donc, en fait, moi, je repense beaucoup au Conseil national de la résistance, qui Ah oui, mais ça, c'était après. Non, oui, mais ils disent quelque chose. Si c'est pour résister aux nazis une fois qu'ils sont partis, Yoann. Mais t'es en train de te foutre de notre gueule depuis le début, j'ai l'impression. Non, mais justement, ce qu'ils ont imaginé, alors d'abord, ils ont imaginé plein de choses sur l'organisation politique et sociale, la sécurité sociale, l'appropriation publique des moyens de production. Ils étaient assez communistes, en fait, au Conseil national de la résistance. Et par ailleurs, ils ont imaginé une législation sur la presse. Parce qu'ils revenaient sur ce qui s'était passé dans les années 30, parce que je vous décrivais la situation allemande, mais en France, vous aviez une presse d'argent, une presse possédée par les maîtres de forge, possédée par les intérêts du capital, qui racontait absolument n'importe quoi, un petit peu. Enfin, c'était un peu un plateau de BFM ou de CNews aujourd'hui, quoi. Et ils ont beaucoup parlé de ça. Et on a oublié ces leçons-là, en fait. C'est-à-dire que ça a tenu, alors un petit peu par la législation, mais la législation n'a pas beaucoup changé, mais ça a tenu aussi par l'éthos, si vous voulez, par la colonne vertébrale, on va dire morale, politique, de gens qui se disaient que on pouvait dire beaucoup de choses, mais quand même pas tout à fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme c'est déversé à jet continu par les chaînes dites d'infos en continu, qui ne sont pas du tout d'information. Peut-être qu'à l'époque aussi, il y avait tellement de gens qui avaient collaboré, qui fermaient peut-être un petit peu plus leur gueule. Alors, il y a ça... Je ne le dis pas en des termes de chercheur en histoire, j'ai la conscience, mais... Et donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est ça, c'est la putréfaction de l'espace public. À laquelle on assiste et dont on a eu un exemple vraiment caricatural entre les deux tours de l'élection législative et depuis. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le viol de la Constitution tous les matins, alors là, ça a cessé depuis la nomination d'un Premier ministre, et encore, lui a été nommé de manière un petit peu curieuse, mais le viol des usages républicains, des principes républicains, de la norme constitutionnelle, le fait qu'on ait des ministres qui votent au Parlement, qui se fassent élire président de commission, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et ce qui est très curieux, c'est que moi, pour m'informer, je passe par la presse étrangère. Je lis la presse allemande et la presse britannique ou américaine. C'est-à-dire que quand on en est là... sur la France. Oui. Ouais. Quand on en est là, quand on fait le détour par l'étranger pour s'informer sur son propre pays, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais ça veut dire qu'ailleurs, elle est mieux, la presse? Parce qu'il y a quand même des manias de la presse en Europe, aux États-Unis. Oui, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que je prends l'exemple de l'Allemagne, comparaison intéressante avec la France, la fonction crée l'organe, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a une véritable démocratie parlementaire en Allemagne. On n'a pas du tout cette espèce de présidentialisme racorni et infantilisant qui fait que, au fond, toute la progression pyramidale vers le haut, c'est une progression de reptation, en fait. Il faut être un reptile, il faut ramper, il faut être humilié pour arriver au sommet. Et on se rend compte qu'au sommet, donc le pouvoir est concentré dans quelques mains d'un type qui n'a pas le niveau et de gens qui n'ont pas le niveau non plus, parce que, précisément, il y a une espèce de contre-sélection naturelle. C'est les plus médiocres qui sont arrivés au sommet, ceux qui se sont fait marcher dessus, cracher dessus, qui ont avalé les couleurs, etc.
Et résultat, contrairement à l'Allemagne, on a en France une politique de la France qui est faite par un type qui est un masculiniste, influenceur d'extrême droite, qui fait des photos de boxe, un type qui s'appelle Bruno Roger Petit, qui est le fond de cuve du journalisme depuis 40 ans. C'est la dernière. Et ça sera même pas la faute de Guillaume. Et par ailleurs, oublié celui-là. Et par ailleurs, Brigitte Macron. Donc, c'est vous dire le niveau. Mais tout ça, ça se tient. Et sur les plateaux, vous avez des gens qui font semblant de croire que ces gens-là sont intelligents et intéressants, qu'ils ont du pouvoir et qu'il va falloir commenter leur dernier borborigme, leur dernière flatulence pour savoir s'il y a un oracle à en tirer. En Allemagne, ça se passe pas comme ça. N'importe quel plateau, c'est pas des morts-vivants qu'on aligne sur des plateaux en Allemagne, ce sont des gens compétents. Mais ça se retrouve à tous les niveaux, c'est ça qui est intéressant. Mais alors, oui, la solution, c'est on va tous vivre en Allemagne. Comment ça se passe? Non, mais... Attendez, je pense qu'on allait boire un coup. Il y a de la bière en Allemagne. Allemagne. Est en train de péter un câble, mon pote. Une constitution, ça crée une culture politique. C'est-à-dire, si on a une démocratie parlementaire, une vraie démocratie parlementaire en France, on aura des médias plus intelligents, et c'est pas difficile que ce qu'on a actuellement. On a des véritables discussions politiques, on a des véritables émissions politiques dans ce pays là-bas, parce que on ne va pas commenter les derniers faits et gestes du monarque ou, encore une fois, la dernière saillie de Brigitte ou de Bruno ou de je ne sais qui. C'est ridicule. Là, il n'y a que des émissions comme la nôtre là-bas, de qualité. Alors. De fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une tradition vraiment qui a été forgée sous la République de Weimar de la satire politique, du cabaret, et qui demeure. Et vous avez des émissions satiriques, vous en avez une dizaine quand même sur les télés publiques chaque semaine. C'est assez extraordinaire et on s'amuse beaucoup. On faisait ça avant nous, avant beaucoup. D'être dans l'analyse comme on fait aujourd'hui. On faisait des... Mais ça n'empêche pas l'AfD d'avoir remporté des élections là en Thuringe. Alors, elle est arrivée première, effectivement. Donc l'AfD, on peut rappeler. Donc c'est le parti d'extrême droite allemand qui s'appelle l'Alternative pour l'Allemagne. Il se trouve qu'en Thuringe, genre c'est des néo-nazis? Oui. Voilà. Oui, alors. Non, mais voilà pour. À l'Est, en Thuringe et en Saxe, ils ont été classifiés par l'équivalent de la DGSI comme étant d'extrême droite, ce qui veut dire néo-nazi en Allemagne. Ils sont arrivés premiers en Thuringe, ce qui est très intéressant du point de vue pour l'historien. Moi, je connais très bien la Thuringe et ça m'interpelle. La Thuringe était nazie déjà avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'était le premier land où les nazis ont été au pouvoir dès 1930. Vous savez que dans chaque land, vous avez un parlement, un gouvernement, et les nazis étaient au gouvernement dès 1930, 3 ans avant d'arriver au pouvoir au niveau du Reich. Donc, il y a des continuités historiques comme ça qui sont assez troublantes, je dois dire, que j'ai pas forcément très bien interrogées et très bien comprises, mais en tout cas que je constate. Et c'est assez circonscrit au fond, à la Thuringe, à la Saxe. On va voir ce que ça donne. Il y a des élections dans le Brandebourg dans 3 semaines. On va voir ce que ça donne. Mais on va pas aller se planquer partout en Allemagne, quoi. Vous nous ferez une petite cartographie. Johan, merci en tout cas. Avant de se planquer dans les caves ou de choisir l'exil, il y en a une qui voulait nous parler d'histoire, mais pas l'histoire, la grande histoire, mais des histoires, comment on construit des histoires, comment on retrouve par exemple des archétypes de personnages. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Juliette Arnaud, mesdames, messieurs. Alors, moi, il y a un truc qui m'a réjoui ces derniers temps, c'est l'annonce de la réconciliation, de la reformation du groupe de rock Oasis, et ça me réjouit encore, un peu bêtement, bien sûr, parce que le monde a-t-il vraiment besoin de voir des foules d'hommes d'âge tout à fait mûr? Je me moque pas, c'est le mien l'âge. Donc des foules d'hommes d'âge tout à fait mûr en parka oversize dans toutes les rues, toutes les fêtes, tous les bureaux, dans nos lits, dans nos cuisines. Non. Et pourtant, je suis contente parce que c'est fini la bagarre, bisous magiques, et on rejoue au Playmobil. Mais pourquoi est-ce que c'était la bagarre entre les deux frangins Gallagher? Il y a eu un conflit, paraît-il, mi-verbal, mi-table basse qui vole, à 2 minutes de montée sur scène il y a 15 ans à Rock en Seine. Le plus jeune des deux frères accuse son aîné d'être un gros con avec un ego fragile, je cite. L'aîné ne peut plus supporter l'idée de monter sur scène avec son alcoolique de frangin. Merci, bonsoir. Fin du plus grand groupe de rock des années 90. Et alors, le pire, c'est qu'on saura jamais la vérité. Mais genre, jamais. À moins qu'on soit le psy des deux. Enfin, si tant est qu'on dise la vérité au psy. Ou alors, il faudrait que le psy, ça soit un voyant. Ou il faudrait aussi que les frères aient choisi le même psy, ce qui est impossible parce que c'est interdit et les psys, ils sont hyper raides sur les interdictions. Bisous Gérard Miller. N'empêche, c'est énervant de pas savoir. Non, parce que les groupes se séparent. Je suis bien passée pour le savoir.
It is what it is. Mais quand on comprend pas pourquoi, on peut être énervé, on peut être frustré. Et ben dans ce cas précis, dans le cas des frères Gallagher, il faut être soulagé. Parce que quand les frères ils commencent à pas être d'accord, ça peut partir en meurtre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la fiction. Et là, la fiction, elle le dit massivement. Allons tout de suite à la Bible, c'est plus simple. Caïn, Abel. Pour rappel, les fils aînés d'Adam et Ève, c'est Abel et Caïn. Abel tue Caïn parce que papa Adam préfère la salade quinoa boulgour à son plat de viande. Raison dérisoire, non? Si. Mythologie romaine, Rémus et Romulus. Deux petits bébés frères abandonnés, recueillis par une louve, élevés par elle. Ils deviennent cofondateurs de Rome. Et puis Romulus tue Rémus pour savoir qui est le plus fondateur des deux. Raison dérisoire, non? Si. Plus proche de nous, le parrain, la mythologie américano-italienne. Michael Corleone fait tuer le faible Fredo. Parce que Fredo, il a trahi la famille. Mais Fredo, c'est son frère. Donc c'est la famille. Grotesque et dérisoire, non? Et je vous épargne JR et Bobby Ewing. Franchement, si JR n'a pas eu la peau de Bobby, c'est pas faute d'avoir essayé de manière intensive. Mais mon histoire préférée des deux frères qui finit excessivement mal, elle est française, elle date de 1965, elle est écrite par Jean Giono. C'est un roman extraordinaire qui s'appelle Les deux cavaliers de l'orage. Et les frères Jason du roman me font drôlement penser aux frères Gallagher. C'est des gars des hautes collines, à la différence des gars des vallées, rudes, solides, des physiques d'ours, mais alertes et vifs. Je cite Giono. Ils allaient de pair aux bamboches des auberges malfamées, buvaient ensemble, avaient la même ivresse et se débattaient avec elles de la même façon. Puis c'était des galops à perte de vue en pleine nuit, hurlant ensemble des hurlements de veaux qui réveillaient les chiens à 1 kilomètre à la ronde. Bref, oui, Gallagher, Jason, même troupeau, même sang, même combat. Mais moi, ce qui me bouleverse dans l'histoire des frères Jason, c'est que l'aîné aime le petit depuis toujours. Il l'a élevé, il l'a instruit de tout. Il cesse de s'inquiéter pour lui, de lui dire de mettre un gilet pour pas qu'il attrape froid. Et puis l'aîné, quand il parle au petit, il a les mots, un peu comme le mec de Shérif Halouna. Il avait les mots. L'aîné, il dit à son frère, voici les meilleurs moments de ma vie. Nous sommes seuls, on fait ce qu'on veut, personne ne nous embête, ça pourrait durer 100 ans. Il a tellement les mots, l'aîné, qui frise Montaigne quand il parlait de son amitié avec la Boétie et qui disait parce que c'était lui, parce que c'était moi. L'aîné, il dit, si tu es là et si je suis là, tout est là. Mais merde, quand on sait ça, quand on dit ces mots-là, en les pensant de toute son âme, de tout son corps, on peut quand même finir par se vautrer dans la violence? Ouais. Et pour une cause dérisoire? Ouais, au carré. Moi, les hommes, ils me fatiguent. Tiens, vous aurez qu'à écrire ça sur ma pierre tombale. Merci Juliette Arnaud. Merci beaucoup Juliette. Merci, je connaissais pas. Mais je vous en prie. Mais je connaissais pas cette histoire de Rock en scène, de Oasis à Rock en scène, parce que Rock en scène, ça appartient à Mathieu Pigasse, figure-toi. Il paraît. Et Nova aussi. Alors Oui. peut-être qu'on va s'envoyer des tables basses à la gueule, peut-être. Vivement qu'on ait des tables basses. De la saison. Bah, Pour l'histoire, en fait, l'histoire, c'est que Madness jouait, Madness a rejoué après pour remplacer. Vous en foutez? Non. Non, c'est un vrai truc. Ah, oui, d'accord. Ouais, en fait, Madness avait joué et ils ont rejoué pour remplacer. Parce qu'il y avait plus, parce que les autres Parce qu'il y n'étaient avait pas plus capables. de. Puis comme les gens avaient payé 150 € la place. Bah, ça va peut-être nous arriver. Peut-être tu referas une chronique quand on s'engueulera avec Juju. On se balancera des trucs à la gueule. En attendant, c'est le moment de financer le chlore-choc pour la piscine de Pierre-Emmanuel Barré. C'est la pub et on se retrouve juste après. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova en direct et en public du théâtre L'Européen. Ça va toujours l'Européen ? C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité historien spécialiste du nazisme, entre autres, on peut dire de la montée des fascismes aussi, Johan Chapoutot. Je voudrais saluer, oui, on peut bien évidemment l'applaudir. Je voudrais saluer, j'en profite pour saluer une petite nouvelle sur Nova qui commence demain. Vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Charline Roux et vous la retrouverez toute la semaine à 18h pour une nouvelle émission qui s'appelle Le Score. Et son premier invité est Nicolas Duvauchel du lundi au vendredi à 18h sur Nova. Voilà, on l'aime beaucoup, donc on la salue et on lui souhaite bonne chance. Johan, on inaugure avec toi une nouvelle séquence. Une séquence qui s'appelle l'invité de l'invité. On t'a demandé de venir avec quelqu'un ou quelqu'une et là tu as choisi, tu nous as dit je veux venir avec Maud Chirio, qu'on peut applaudir bien fort. Maud qui est là avec nous. Alors attendez, parce que je dis ça, je dis vous pouvez l'applaudir, mais ça se trouve on ne sait pas, c'est peut-être une horrible personne.
Qui est-ce que tu nous as amené? Est-ce que tu peux nous présenter ton invité, Johan? C'est ce que Chirac disait de Juppé, c'est la meilleure d'entre nous. Ah, tu lui mets la pression directement. Ça va, oui, c'est la plus brillante et c'est une immense spécialiste de l'extrême droite en Amérique latine. Et c'est la seule personne de cette salle à avoir une amitié intense avec le président Lula, il faut bien le dire. Je pensais Bolsonaro, donc il y a un petit moment de... Et il est là. Ah ouais, d'accord. Ça commence fort. Et Maud a fait une grande thèse sur la dictature militaire au Brésil. Et c'est là qu'elle a rencontré Lula pour son expérience. Pendant la dictature. Pour l'interroger sur son expérience de la dictature. Et par ailleurs, elle a vécu également en Argentine, donc elle peut nous parler de Milei. Et elle connaît tout sur les extrêmes droites. Est-ce qu'on peut commencer par Milei? Bonjour, moi déjà, bienvenue ici. Parce que nous, l'image qu'on a, enfin en tout cas l'image que j'ai de Milei, c'est juste un mec un peu taré avec une tronçonneuse. On dit souvent que c'est un libertarien qui est contre l'État, etc. Mais on a du mal à estimer à quel point il est dangereux. Ah, il est très dangereux. Il est paléo-capitaliste. Alors, voilà. Alors, ok. Voilà. Capitaliste, ça va. J'ai déjà vu sur les t-shirts. Mais paléo-capitaliste, est-ce que tu peux c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est un ultra-libéral total sur les questions économiques et qui est par ailleurs ultra-conservateur sur toutes les questions sociétales. Donc, qui est complètement, qui adhère à toutes les positions les plus hostiles aux droits des femmes, à toutes les formes de droits des minorités. Et il affirme cette schizophrénie qui permet en fait, d'être à la fois contre le droit à l'avortement et d'être d'accord pour la commercialisation des organes, par exemple. Ah oui, parce que, tout à fait. J'allais le comparer à Trump, mais c'est encore pire que Trump, on peut dire. Sur les questions économiques, c'est vraiment le désir de détruire complètement l'État et de laisser l'énergie des forces sociales se libérer, y compris au prix de la vie des gens. Et c'est quelque chose qui est en train de gagner vraiment de l'importance. Donc c'est une extrême droite particulière parce que c'est l'extrême absolu du libéralisme dans toutes ses conséquences et qui va très vite, qui va plus vite que tout ce qu'on a vu en termes d'extrême droite sur ces questions-là partout dans le monde, en fait. Et Bolsonaro, alors, est-ce que c'est la même chose au Brésil? Dans Bolsonaro, c'est un peu différent. 50 nuances de fascisme, un peu. Voilà, exactement. Comme ça, après, on vote. Quel est notre fasciste préféré? Il est paléo aussi. Moi, c'est Éric Ciotti. Non, il n'est pas trop. Il est paléo, mais moins libertarien. Il s'en fiche, en fait, des questions économiques. Bolsonaro, Bolsonaro. C'est quelqu'un qui est très, très panique morale, au contraire, hein, qui vraiment... c'est le bolchevisme culturel, hein, c'est exactement ça, hein, le marxisme culturel, qui est une grande théorie de l'extrême droite qui se développe depuis les années 90 et qui progresse partout en Occident depuis les années 90, qui considère qu'en fait, le communisme a perdu la bataille politique et de la révolution politique dans les années 90, mais qu'il a investi toute son énergie dans les combats sociétaux, culturels, artistiques. Et le communisme, c'est donc le féminisme, c'est le droit des migrants, c'est le droit des indigènes et des peuples autochtones, c'est le droit des populations racisées, c'est le communisme. Et ça passe par les artistes, par les profs, qui sont les principaux ennemis de ces forces-là, et qui considèrent que c'est le visage du communisme. Et le marxisme culturel, en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas à quel point ça nourrit les extrêmes droites partout dans le monde, et ça a été l'obsession de Bolsonaro, donc qui a, comme première mesure, quand il arrive au pouvoir, incité l'ensemble des publics étudiants et des élèves des lycées à filmer leurs profs pour savoir s'ils étaient en train d'endoctriner les élèves au communisme, et le communisme étant simplement le fait de lutter pour les droits des femmes, c'est du communisme. Donc ça, c'est un peu le deal de Bolsonaro. Après, Bolsonaro, il est arrivé au pouvoir parce qu'il a été financé par l'agro-business, par les lobbies d'armes, par... En fait, on retrouve toujours le même schéma, quoi. C'est ça qui est un petit peu frustrant. Mais après, chacun a ses marottes. Mais par exemple, Bolsonaro, il y a aussi beaucoup les évangélistes. On les retrouve aussi chez Milei? Alors, beaucoup moins, hein, puisque la population argentine est encore beaucoup plus catholique. Il y a une moindre progression. L'évangélisme progresse, le pentecôtisme progresse, mais de manière beaucoup moins ancienne et moins forte qu'au Brésil. Donc la dimension millénariste et ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, c'est-à-dire le fait de considérer que l'argent qu'on a est un indicateur du choix divin, est beaucoup moins présent à l'intérieur de ces deux nuances d'extrême droite parmi les 50 nuances. Mais tout ce monde-là est financé par les mêmes intérêts économiques qui investissent dans le même genre de médias et qui choisissent de mettre dans des églises évangélistes au Brésil parce que c'est ça qui va toucher encore plus puissamment des populations, en particulier les populations plus populaires, et plus dans des grands médias en Argentine où les églises sont un moindre vecteur de politisation. C'est juste un véhicule, quoi. Ils se servent de ça. Exactement. C'est ce que disait Johan avant. Hein. Il y a plein de choses qui
explique la montée de ces opinions d'extrême droite. Et des fois, c'est même pas nécessaire. Hein. Par exemple, au Brésil, ils ont perdu tellement d'élections malgré le fait d'avoir acheté tous les médias qu'ils ont fait un coup d'État. Hein. Dilma Rousseff, elle a été d'abord renversée parce qu'il y avait une urgence à réformer, à faire une réforme des retraites qu'ils ont faite immédiatement après. On retrouve tout, mais c'est pas vrai. C'est l'album Panini. Et donc, ils ont commencé par gagner le pouvoir comme ça. Et quand il y avait une élection à venir, eh ben, ils ont mis Lula en tôle et ils ont fait gagner l'élection à Bolsonaro pour poursuivre le travail qui a été complètement fait. Et maintenant, tout est fait. Et qui que ce soit qui revienne au pouvoir, tout est déjà privatisé. La Banque centrale est complètement hors de... Il n'y a plus moyen, en fait. Il n'y a plus de levier d'action politique. Et c'est ça qui se passe. Et en fait, ces intérêts-là manipulent les opinions, manipulent les systèmes politiques pour faire le travail. Et là, au Brésil, le travail est largement fait. Et en Argentine, il est en train d'être fait aussi. Et dernière question, est-ce qu'on peut faire le comparatif avec Le Pen en France? Parce que quand on entend toutes ces histoires, on se dit finalement, Le Pen a l'air plus sympa. Le Pen, c'est comme toute cette variété de l'extrême droite, elle est financée par des intérêts économiques qui sont les mêmes. Elle a besoin d'avoir un certain discours pour gagner les élections. Et finalement, en France, il y a une attente de redistribution. C'est pour ça que c'est terrible de ne pas avoir une offre politique depuis si longtemps qui arrive à capter un électorat qui est en attente de redistribution sur plein de questions sociétales aussi. La France n'est pas un pays qui se droitise. On a plein d'enquêtes sociologiques qui indiquent que finalement, il y a des progressions d'idées qui sont des idées humanistes, des idées universalistes et d'une attente de redistribution et de rôle de l'État. Il n'y a pas une offre politique qui correspond à ça. Et donc, l'extrême droite s'adapte, mais finalement, on voit bien que l'extrême droite a l'air assez compatible avec ce qui était censé être le grand ennemi, c'est-à-dire la droite ONI, mais finalement, il faut faire le travail et c'est ça qui va permettre que le travail soit fait. Et on est tous là de ce retour au même schéma, comme dirait le poète. J'ai des références de vieux. Et je vous emmerde, Juliette Arnaud, sachez-le, vous êtes en train de vous moquer de moi. Merci Maud Chiriot, on peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup. On peut suivre. Où est-ce qu'on peut suivre tes travaux? J'ai vu qu'il y a des vidéos sur toi sur Internet. On peut suivre tes travaux. Alors, il y a des choses un peu pointues, mais j'ai vu qu'il y avait des vidéos. Ça dépend ce qu'on a envie de lire. Si on a envie de lire sur Lula, il y a un livre qui s'appelle Mon cher Lula sur les lettres qu'a reçues Lula en prison, qui sont quelque chose pour se requinquer un petit peu quand on a la déprime. Super. Et si on veut poursuivre la déprime, il y a mes travaux sur la dictature militaire et sur la répression. Ça dépend de l'état d'esprit. On va attendre le mois de novembre. On va attendre un petit peu. Merci Maud. En attendant, on va se reposer un petit peu avec un tout petit peu de musique 50 Cent. Pimp. I don't know what you heard about me. But if this can't get $1 out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But if this can't get $1 out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucking P.I.M.P. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Gabbana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitches that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see, girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no breezy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with me. You can watch the TV from the backseat of my V. I'm a P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call.
I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. C'était 50 Cent, bien évidemment. Pimp, vous êtes toujours sur Radio Nova, toujours en direct de l'Européen. Ça va l'Européen ? Toujours avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Johan Chapoutot. Plus d'1h40 d'émission, on n'est toujours pas viré. C'est à la limite de la faute professionnelle. Je suis désolé, les amis. On va essayer de pallier cette défaillance en accueillant un nouvel humoriste. On se connaît depuis un bon moment, on s'apprécie depuis un moment. On est petits, on a commencé dans les mêmes salles, on jouait devant 3 personnes et là on est sur... Bon, ouais, Radio Nova, voilà. Mesdames et messieurs, Hakim Omiri. Salut. Salut à tous, ça prépuce ? Yes, I. Alors, je suis très content d'être à la radio dans l'émission de la Résistance. Je propose qu'on appelle Guillaume le général de gauche. Wow, c'est oui. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler le Che Guevara, puis après on arrête les jeux de mots parce que les vacances c'est fini. Alors, j'ai annoncé que j'allais faire l'émission sur mon compte Instagram. Il y a un gars qui m'a traité d'islamo-gauchiste. Du coup, j'ai dit merci. Et je suis allé voir son profil, c'était un catholique d'extrême droite. Donc, on est d'accord que le symbole du catholicisme, c'est Jésus. Donc, son modèle de vie, c'est quand même un arabe d'extrême gauche. Est-ce qu'il croit vraiment que si Jésus revenait aujourd'hui, il voterait Macron ou Le Pen ? Prenez, mangez, associez mon corps, sauf les Arabes et les Noirs. Parce que le vrai nom des apôtres, avant la traduction, c'était pas Pierre et Jean. Hein. Dans cette histoire, c'est les Arabes qui se sont fait grand remplacer. Après, peut-être que les racistes, ce qu'ils aiment dans le catholicisme, c'est pas le message de paix et d'amour, mais le fait de porter un arabe mort sur une croix. L'émission s'appelle La Dernière, on va tester les limites. Donc... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, gauchiste, c'est une insulte. Et c'est des gens qui profitent des congés payés qui disent ça. Eh, mais moi, si tu votes à droite, j'ai pas de problème. Juste, rends la carte vitale, en fait. D'ailleurs, j'ai une proposition de loi pour le NFP. Si tu veux pas cotiser, tu cotises pas. Par contre, si tu te casses la jambe, bah, tu vas pas à l'hôpital, tu vas te faire enculer. Après, bon, ils ont pas pris la proposition, mais je pense que c'est plus un problème de formulation, quoi. Par contre, je reconnais que les gauchistes, ils réclament des trucs de ouf. Genre, ils veulent qu'il y ait assez de personnel aux urgences pour qu'il n'y ait pas de gens qui meurent dans les salles d'attente. Des trucs de zinzin, c'est n'importe quoi. Cela dit, les médias, ils nous aident pas. Hein. Moi, je comprends que tu dises être de droite quand Valls, Nolo et Hollande, ils te disent qu'ils sont de gauche. Hollande, c'est le mec qui a dit « Mon ennemi, c'est la finance », alors que son ennemi, c'est le diabète. Bon, là par exemple c'est une vanne sur le physique, donc c'est pas une vanne de gauche, mais si c'est sur quelqu'un qui a détruit la gauche, ça s'annule. Après vous me direz, ça sert à quoi de voter à gauche vu qu'à la fin en Premier ministre on se retrouve avec Michel Barnier. C'est comme si t'allais au cinéma pour voir le Comte de Monte Cristo, tu t'assois et à la place de Pierre Ninet, bah c'est Michel Barnier en fait. C'est pas le casting qu'on voulait du tout, hein. Et lui, il est là, je suis Edmond Dantès. Bah non, en fait, t'es Michel Barnier, on a vu depuis le début, quoi. Alors la gauche, elle a fait barrage au RN en votant pour des macronistes pour qu'après les macronistes, ils puissent s'allier au RN. Bah c'est pas un barrage qu'on a fait, c'est un pont, du coup. C'est une vanne d'architecte. Là, pont et chaussée, ils sont morts de rire. Macron, il a choisi son Premier ministre en le validant avec l'extrême droite. Le coup de fil, il devait être incroyable. Allô, Marine ? Ouais, je te dérange pas ? Les chats, ça va ? Tranquille. Dis-moi, en Premier ministre, je pensais à Michel Barnier, t'en penses quoi ? Si, le vieux qui était contre la dépénalisation de l'homosexualité, c'est bon pour toi ? Nickel. Ça part en prod. Bisous. Non, c'est toi qui raccroches.
Il y a un gamin, dernièrement, il a volé une canette, il a pris 4 mois ferme. Macron, il a volé une élection. Macron, il baise la France sans son consentement dans des positions qui n'existent même pas dans le Kama Sutra. Alors, je finirai sur une citation de François Proust. Les hommes préfèrent se plaindre du tyran plutôt que se demander pourquoi ils lui obéissent. Alors, merci au général de gauche de m'avoir invité pour faire acte de désobéissance. Merci Hakim Omeri. Merci Hakim. Hakim qu'on retrouve tous les vendredis et samedis à 19h à Paris au théâtre Le Métropole. Exactement, au Métropole comme ma collègue. Comme Florence Mendes. Florence Mendes. Tout à fait, tout à fait. C'est une grande famille. Il y a eu un blanc. Ma collègue, de la poste. C'était un peu froid, ma collègue. C'était vraiment. C'était un peu froid, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai. Techniquement parlant. C'est la pression qui redescend, je trouve plus de mots. Voilà. Johan Chapoutot, petite question en rapport avec la chronique d'Hakim. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « je suis apolitique » tout en respectant la loi, parce qu'on a envie de les griffer au visage comme ça. Mais dans le code pénal, c'est marqué non. Voilà, une petite réponse courte, est-ce que vous avez des petits tips? C'est une impossibilité ontologique, on va dire. Ouais, mais là, ils vont saigner du nez, je pense. Non, si, c'est bien. C'est ça. Impossibilité ontologique. Très bien. Merci, Johan. Merci. C'est parfait. Alors, on vous soumet... Ça veut dire que t'es de droite, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais traduit. Merci. J'ai Google Trad dans ma tête. C'est vrai qu'on vous soumet au feu roulant des questions, Johan, depuis tout à l'heure. Et Juliette vous a même donné des devoirs à la maison. Elle vous a posé 3 questions. Est-ce que vous avez bien travaillé, Johan? Je lui ai confié les réponses. Bon, alors allons-y, Juliette. Donc en fait, c'est un questionnaire magique. Je lui ai posé 3 questions. Vous les posez à n'importe qui, il répond, boum, vous savez c'est qui. Enfin, tout son intériorité, Ouais. quoi. La première question que je t'ai posée, Johan, c'est quel est le livre que tu gardes de l'enfance? Et tu m'as répondu, allez, hop, ça part sur Flaubert, c'est-à-dire carrément le poids lourd de la littérature. Même moi, je suis d'accord avec. L'éducation sentimentale, Madame Bovary, mais pas Salammbô, as-tu jugé utile de préciser. Mais qu'est-ce que c'est cette enfance où on grandit avec Gustave? Comment c'est possible? C'est marrant parce que ça permet de revisiter la notion de classique pour le coup. La notion de classique, c'est un parfum de pensum, d'obligation, de programme, etc. Et effectivement, c'est des livres qu'on découvre grâce à l'école. Et sur le moment... c'est chiant sur le moment. Non, on peut être un peu réticent. Ça dépend des gens, Guillaume. Voilà. On peut être un peu réticent, mais assez rapidement, on est émerveillé. Alors chez Flaubert, c'est l'humour et l'ironie en permanence. C'est un très très grand ironiste. C'est d'une intelligence... On est en train de perdre Rémi. Pour moi, c'est le roi de l'ironie. Et il y a Flaubert. T'as même pas le deuxième, t'as même pas un nom. Mais quelle escroquerie, il a même pas un nom. Donc, et Gaston Lagaffe. Et en fait, c'est une écriture corrosive, décapante en permanence. C'est une écriture un peu désespérée aussi, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre du désespoir chez Flaubert, mais qui se mue en ironie, qui se mue en humour. Moi, ça m'avait touché. Et en relisant à échéance régulière Madame Bovary, par exemple, qui peut apparaître comme vraiment l'archétype du classique, etc. Mais c'est une histoire absolument bouleversante de bout en bout. Et moi, ça me prend au trip encore à chaque fois. Et j'y découvre des dimensions nouvelles. Et donc, la notion de classique, je trouve que c'est une magnifique notion parce que au-delà de la dénotation et de la connotation, la classe, l'obligation, le programme ou il y a du plaisir, le standard, mais il y a un plaisir fou, voilà, évidemment. Donc allez hop, tout le monde, éducation sentimentale. Okay, allez, on y merci. Va. Très Deuxième bien. livre, celui qui t'a indiqué le moyen ou l'envie de devenir une grande personne. Et là, Johan m'a répondu Les souffrances du jeune Werther, 1774. Émeric, tu peux y aller, hein, si t'as un truc à faire. Ouais, ça m'arrange. En gros, c'est l'histoire de Werther qui tombe follement amoureux d'une femme, qui en aime un autre, et à la fin, Werther se suicide. Bref, devenir une grande personne, c'est ne pas devenir du tout. C'est mourir. Là encore, c'est marrant parce que Werther a été lu au premier degré. Et de fait, il y a eu une épidémie de suicide en fait, en Europe au début du 19e siècle. Bon délire. Et voilà. Mais pour le coup... les gens n'ont pas compris. Ben non. Enfin, il me semble. Parce que là aussi, c'est très ironique, de bout en bout en fait. C'est un pastiche, Werther. Mais Goethe s'est follement amusé avec ça. Il s'est moqué de lui-même. Il s'est moqué de lui en tant que jeune romantique, en amouré, qui se perdait dans les raies de la passion. Et c'est une histoire qui lui est arrivée, de fait. Il était amoureux d'une femme mariée. Oui, sauf qu'il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé, mais justement, c'est toute la différence. C'est que lui, il a pris le parti d'en rire. Et ensuite, il a été un petit peu effaré quand il a vu que y a des gens qui vraiment se jetaient d'un pont. Oui, mais les gens qui sont suicidés, c'était aussi du second degré.
Et la troisième question que j'ai posée à Johan, c'est quel est le livre qui te fait rire? Mais en fait, tout le fait rire, même les gens qui se suicident. Et tu m'as proposé Les Valeureux d'Albert Cohen. Alors, Albert Cohen, il est plus connu pour le grand roman des gens qui aiment tomber amoureux, Belle du Seigneur. Est-ce que c'est dans ce genre de livre qu'on peut appréhender ce que c'est que l'humour juif? Ah ça, je sais pas, j'en sais rien. L'humour, en tout cas. L'humour, mais c'est un festival incroyable, Albert Cohen. Autant Belle du Seigneur, mais tombé des mains. Mais non. Mais si. Mais non. Mais... Unpopular opinion. Autant Les Valeureux, c'est un festival rabelaisien, c'est extraordinaire. Il y a une inventivité verbale, une créativité permanente. C'est un roman picaresque, c'est ça qui me touche aussi. Parce que il passait une bonne soirée. Non, mais là, c'est du foutage de gueule. Non, mais ça n'existe pas comme mot. Ça n'existe pas, picaresque. Arrête de le tourmenter, Johan, c'est pas sympa. Ouais. Et c'est ça qui me touche, c'est l'histoire de bras cassés, quoi. C'est Pina Bras Solal, cassés, il comprend ça, Pina Solal, surnommé Manche-Clou, qui est un raté magnifique et qui raconte l'histoire d'une vie magnifiquement ratée dans l'humour, dans l'amour et dans la joie, dans une forme de joie. Et ça se traduit par une inventivité verbale absolument délirante. Et Albert Cohen est un immense écrivain. Et puis, par ailleurs, c'est un Méditerranéen. Il avait fait ses études à Marseille, au lycée Thiers. Il était condisciple de Pagnol. Moi, je n'étais pas au lycée Thiers. Moi, j'étais chez les Gueux. En fait, non, mais vous venez aussi du Sud, de Martigues. Je viens du Sud. Mais le lycée Thiers, c'était la noblesse. Impeccable. On aura vraiment tout fait dans cette émission. Incroyable. Voilà. Chacun sa culture, faut pas juger. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Johan. Merci pour ces conseils livres. Mais pour les acheter, ces livres, évidemment, il faut de la moula, il faut de l'oseille. Donc c'est la pub et on se retrouve juste après sur Radio Nova. La dernière. Nova. On est en direct sur Radio Nova, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Merci Malo, qu'on peut applaudir, c'est notre réalisateur qui est là avec ses petites pancartes et qui m'engueule quand je ne suis pas attentif. J'ai fait une petite erreur, l'émission de Charline Roux, c'est tous les jours à 18h30. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. On est toujours avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Johan Chapoutot, historien spécialiste du nazisme, et Hakim Omiri qui est resté avec nous. Et c'est un petit peu un moment historique, puisque ça fait 7 ans. Oui, il y a Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, il y a sa maman dans le public qui m'engueule. Mais c'est ce qu'on appelle un lance. Tu vas voir, je suis un professionnel. Ça fait 7 ans qu'on ne l'a plus entendu à l'antenne. Mesdames et messieurs, tu vas être contente. Pierre-Emmanuel Barré. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Hein, ça fait bizarre de dire merci à Guillaume. D'habitude, c'est plutôt quelqu'un à qui on dit « Est-ce que tu es sûr pour le nœud papillon sur l'affiche, étant donné qu'on est en 2024 ?» Ou encore, c'est ton 3e livre publié cette semaine, ça va commencer à se voir que tu as un abonnement premium à ChatGPT. Mais malgré tout, je suis très heureux, Guillaume, d'être à tes côtés aujourd'hui. Qui aurait pu s'imaginer que tu te retrouverais à la tête d'une émission? Parce que, je vais quand même résumer ta carrière en bref. Voilà. Ça fait 10 ans que sur France Inter, avec tes micro-trottoirs, tu voles des idées à des gens dans la rue. Je commençais à croire que c'est parce que t'en avais pas. Mais cet été, Guillaume a eu une révélation. Il s'est dit, je ne peux pas continuer à gaspiller l'argent public avec des propositions artistiques médiocres. Et il s'est dit, je vais plutôt aller gaspiller de l'argent privé avec des propositions artistiques médiocres. L'argent en question, c'est celui de Mathieu Pigasse, le propriétaire de Nova, Mathieu Pigasse, qui est surnommé le banquier de gauche. Hein, c'est rigolo comme expression. Après, il paraît que ça existe, les banquiers de gauche, mais à mon avis, c'est comme les pédophiles hypersensibles ou les militants du Hamas fans d'Enrico Macias. On peut les caser dans une Twingo. En tout cas, Guillaume, je te remercie d'avoir pensé à moi. Ça fait 7 ans qu'on ne m'avait pas demandé d'intervenir à la radio et je commençais à croire que c'est parce que j'étais mauvais. J'ai donc réécouté mes anciennes chroniques pour me rassurer. Et après 2 mois de dépression et 4 suicides, à l'image de mes allocutions, c'est-à-dire ratées, j'ai accepté de rejoindre cette nouvelle émission. J'aimerais d'ailleurs qu'on ait une pensée émue pour les auditeurs de Nova qui étaient fidèles au programme habituel de la station, qui doivent tous être prostrés chez eux en position fétale, en train de sangloter « Remettez le dernier album de Cryptic Spectrum Ondulator !» On pense à vous, Quentin, Sébastien et Marjorie. Ce sont les auditeurs de Nova.
Effectivement, ma première réaction quand j'ai regardé les chiffres des audiences Médiamétrie, ça a été est-ce que ça coûterait pas moins cher d'aller faire l'émission directement chez les auditeurs autour d'un petit café? Ma deuxième réaction, ça a été Quentin, Sébastien et Marjorie, ils écoutent Nova, donc chez eux, ils ont sûrement pas de café, mais plutôt du thé détox santéine ou pire, du kombucha, donc plutôt crever que de passer un moment avec eux. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous allez voir, j'ai beaucoup mûri. Par exemple, vous n'allez plus entendre Macron, bite, couille, chatte dans mes chroniques. Enfin là, je l'ai dit, bien sûr, mais c'était pour dire que je ne le dirai pas. Ça compte pas. Plus je l'ai dit comme ça, je l'ai dit sans conviction, tout calmement. J'ai pas fait comme si j'avais fait dans une chronique d'avant, j'aurais fait Macron, bite, couille, chatte, quelque chose comme ça. Non, ça, je vous le dis, c'est terminé. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus, mais c'est pas grave parce que j'ai remarqué le public quand tu fais un nouveau truc, il dit c'était mieux avant, et quand tu fais le même truc qu'avant, il dit mais lui ça fait 10 ans qu'il fait la même chose. Le public c'est des cons. Donc, mais n'applaudissez pas moi. Donc moi cette année, grâce à l'épaisse maturité que j'ai acquise, j'ai décidé dans cette émission de me positionner un petit peu comme l'intello du groupe. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça que j'ai insisté pour être assis tout près d'Aymeric Lompré. Je trouvais que ça mettait en valeur également mon côté cérébral. Donc, pendant un an, ou moins d'un an, ce ne serait pas la première fois que ça m'arrive, je vais chaque semaine apporter mon éclairage sur un grand sujet d'actualité, mais avec une vision décalée et piquante qui dressera un portrait acerbe, mais tellement juste, de notre société, du jamais vu à la radio. J'avais bien sûr quelques angoisses en me mettant au travail. Je me disais, ça fait 7 ans que je n'ai pas fait cet exercice, en suis-je toujours capable? Et puis j'ai regardé l'actualité. Macron qui est à l'Élysée, Pascal Praud qui est sur CNews, Israël qui est en Palestine. Je me suis dit, bon, si tu sais pas quoi dire pour la première, t'emmerdes pas, ressors une chronique de 2017, les gens se rendront compte de rien. Donc Macron, bite, couille, chatte. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, mesdames, messieurs. Bravo. Bravo pour cette analyse. Mais merci. Parce qu'il y a de l'analyse. Merci beaucoup. On retrouve ta chronique en podcast. On peut retrouver toutes les chroniques en podcast et en spectacle bientôt, Pierre-Emmanuel, les mardis et mercredis, à la Comédie de Paris à partir du 15 octobre. Exactement. C'est exactement ça. Je suis tout flippé. C'est bientôt la fin de l'émission. On est toujours avec Johan Chapoutot, notre historien préféré. Ah, on peut le dire. On ne connaît pas non plus 10 000, Johan. Mais on t'aime beaucoup. Avant de te laisser... il y a Flaubert. Non, vraiment, on n'intervient plus. Non. Avant de te laisser tranquille, Johan, on avait quelques petites dernières questions, un petit peu comme ça en rafale, à te poser. Pierre-Emmanuel, tu as une question comme ça pour Johan Chapoutot avant de se quitter? Bien sûr. Aux universités d'été de la France Insoumise, vous avez déclaré bonjour tout le monde. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui ou non? Je me désolidarise de ces propos. Très bien. Juliette Arnaud. Oui. Vous êtes historien. Si une de vos deux filles devient géographe, est-ce que vous le prenez mal? Pas du tout, j'adore la géographie. Ah, mais vraiment, je t'assure. Ok, on te croit, on te croit. Aymeric, une question pour Yann Chapoutot. Courte, hein, parce que là, on est déjà à la bourre. Hein. La crise financière de 29 est-elle la seule raison de la montée du nationalisme? Non. Non, la réponse est non. Allez, on va prendre une dernière question de Pierre-Emmanuel Barré. Oui, est-ce que les nazis ils faisaient tout le temps des points Godwin? Beaucoup moins que sur France Culture. C'est parfait, on garde cette réponse. Merci beaucoup, Johan Chapoutot, qu'on peut applaudir bien fort. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci, Johan. On peut se procurer tes livres, on peut écouter tes interviews. Sincèrement, merci d'être venu essuyer les plâtres avec nous. Merci aussi à Sama Karaki d'être venue, elle reviendra. Merci Florence Mendes, Hakim Omiri qui reviendront aussi. Merci à l'invité de l'invité, Maud Chirio qui était avec nous. Merci bien évidemment à toute l'équipe technique de l'Européen qui nous reçoit. Merci aux équipes de Sébastien, Alexis, compagnie. Merci à Malo, notre réalisateur. Philippe Monteil pour la musique originale du générique. Merci à toutes les équipes techniques de Nova. Frédéric Antelme pour sa confiance. Je ne sais pas où il est, Frédéric, c'est le directeur de Nova. J'imagine qu'il respire un petit peu, ou alors il est avec le service juridique. Je ne sais pas. Merci à Colline, Mehdi, Bastien pour les réseaux sociaux, aux équipes vidéo, Goodway Prod, Benjamin, Alban, Adrien, Mano et Théo pour la prod aussi de Nova. Merci à l'indispensable rédacteur en chef, Ramzi Assadi, je ne sais pas où il est, mais on peut l'applaudir bien fort. Et merci à Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et merci Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Ici, on dit plutôt Inch Mathieu Pigas. D'ici la bonne semaine, tout le monde, vivement la dernière.
La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova.